Bon, ben, bonjour à vous, foule. Alors, aujourd'hui, on enregistre une formation avec Simon et moi, Simon Mathias, faut que je dise Simon Mathias, hein. Donc, pour le tout va être enregistré aujourd'hui. Si vous n'êtes pas à l'aise qu'on voit vos visages, c'est correct. Vous pouvez désactiver votre caméra, mais ça va nous faire plaisir aussi de voir vos visages durant l'enregistrement qui va être déposé sur Campus. Donc, sans plus attendre, on se présente, même si peut-être on se connaît bien. Elisabeth Joly, je suis conseillère en technopédagogie. J'aime le design, l'apprentissage efficace, puis le développement professionnel en éducation. Et moi, c'est Simon Mathias Poulain. Je suis prêté par la DEA, la Direction de l'évaluation des apprentissages, parce que c'est un bel échange qu'on a avec Elisabeth pour monter cette formation qui a déjà été offerte à mes collègues et qui a été beaucoup appréciée. Alors, moi, je suis très, très dévoué, comme je l'ai inscrit juste en bas de ma photo, au soutien du réseau québécois, surtout par rapport à l'évaluation des apprentissages. Mais aujourd'hui, je mets un autre chapeau. Je suis vraiment le co-animateur d'Elisabeth pour cette séance de formation. Merveilleux. Donc, je travaille au campus Récit, j'ai même pas dit, mais ça me fait plaisir. Merci, Simon. Mais alors, la formation d'aujourd'hui, ça va viser plusieurs choses. C'est une formation qui va être sur dans le but de partager nos objectifs communs. D'abord, ensuite, on va réfléchir au but des formateurs et aux besoins des apprenants, parce que ça fait longtemps peut-être, tout le monde qui est là, nous aussi, on fait des formations à distance, mais est-ce qu'on a bien pris le temps de réfléchir à ces buts-là, aux besoins des apprenants? On va réfléchir à la conception de formation à distance interactive, dynamique et profitable. Puis on va essayer d'identifier des éléments à réinvestir dans notre pratique. En fait, c'est aussi une formation où il est important de s'assurer qu'on partage les mêmes bases, puis qu'on partage des bases solides. Euh, Dans le but aussi à la fin de repartir avec une compréhension commune sur les éléments fondamentaux de la formation à distance. Il y a beaucoup de choses qu'on entend, qu'on voit, qu'on a acquis depuis plusieurs années. Donc, on veut redonner ces éléments-là, ces bases-là. Ce ne sera pas nécessairement une formation hyper techno qui va faire de nous là, un spécialiste de la formation à distance. Ici, on est sur Teams, sur d'autres plateformes. Mais je pense que moi et Elisabeth, ben, on ose espérer qu'on va faire tous des apprentissages tout au long de la présentation. Puis, je pense que tu voulais aussi nous parler du but plus global, Elisabeth, par la suite. Oui, donc, on va essayer tout au long d'y aller un peu à deux. On va y aller avec une bonne métacognition du sens que ce qu'on va faire aujourd'hui comme formation, on souhaite en fait que ça suive nos recommandations. Donc, on va y aller à deux observations, je dirais, de votre côté. Donc, dans une bonne formation, nécessairement, on veut toujours commencer avec un objectif d'apprentissage, un objectif de la rencontre, puis on doit s'assurer qu'il soit atteignable dans l'heure de la rencontre. Donc, c'est ce qu'on a fait aujourd'hui. On souhaite finalement, à la fin de la rencontre, d'augmenter votre sentiment d'efficacité personnelle par rapport à notre capacité à préparer et animer de la formation en ligne. Puis cela inclut webinaire, tout ce genre de choses-là. Il y a vraiment plusieurs éléments qui vont tous se recouper, peu importe le dispositif de formation, mais on reste dans un but vraiment qui est atteignable ici. Puis tout ça dans le but de vous donner envie de donner plus de la techno, le dernier IA, le dernier outil. Je vais mettre ben des étoiles dans toute ma présentation. Et Mm. parlant d'étoiles, j'ai envie déjà de vous aller vers une activité. Donc, on souhaite déjà vous mettre en action parce qu'au début d'une présentation, on veut engager les gens dès le début. Donc, il y a une partie de la formation qui se fait par les animateurs, mais il y a une grande partie qui se fait au niveau des apprenants. Quelle attitude vous avez par rapport à cette formation-là aujourd'hui? Est-ce que vous avez les bras croisés? Est-ce que vous êtes en mode écoute? Donc, c'est pas à l'animateur de tout faire. Il y a une partie qui est entre les mains des apprenants devant nous. Mais ce qu'on souhaite d'abord comme première activité pour vous engager à travers tout ça, c'est d'utiliser simplement le clavardage. Donc, on ne fait pas de grandes galipettes.
On va utiliser le clavardage, puis je vous invite à inscrire le nombre d'étoiles. Donc, en nombre d'étoiles qui correspond finalement. Est-ce que ça vous ressemble? Est-ce que ça vous semble familier? Le sentiment où est-ce que vous semblez, vous avez l'impression de répéter sans cesse la même information? Par exemple, en formation, là, des choses de base. Vous avez un sentiment d'être parfois un peu dépassé en ce qui concerne la formation à distance. Vous avez l'impression de manquer de temps pour vous former sur les nouveautés. Des questions à propos de ce que je peux faire pour être efficace, sans m'éparpiller. Il me semble que j'ai toujours, à chaque fin de journée, 50 fenêtres ouvertes dans mon navigateur. Il y a des changements qui semblent continuels en apprentissage d'outils numériques. Donc, est-ce qu'on a le sentiment d'être dépassé? Donc, déjà, mes collègues, merci. On On a est en des mode 4 écoute, étoiles, des 4 3 étoiles, étoiles, 3 3 étoiles. étoiles. Puis là, on ne l'a pas nécessairement dit, Elisabeth, mais ça peut être autant des formateurs qui nous écoutent pour ben, des conseillers, conseillères pédagogiques, ça pourrait être aussi des personnes qui font de la formation dans d'autres domaines, ça pourrait être aussi pour de l'enseignement. Les éléments qu'on va faire aujourd'hui, là, c'est vraiment en lien avec toutes ces possibilités-là. Catherine est la moins dépassée aujourd'hui, j'ai l'impression. Elle nous donne, on Une va prendre ses étoile. trucs, assurément. Ouais, ouais, ouais. Donc, assurément, le fait de nommer à notre audience, déjà dès le début, de faire un portrait finalement de qui on a devant nous, ça peut permettre par la suite d'adapter son message tout au long d'une formation. Donc, c'est important parfois d'aller, oui, d'avoir bien évalué son public cible, mais de le faire aussi tout au long d'une formation. Ça peut être vraiment, vraiment utile. Ça va. On, on avait reçu tout le monde, parfait. Alors, on s'en va déjà dans notre premier but, la première partie, réfléchir aux buts des formateurs et aux besoins des apprenants. L'utilité de cette formation-là est peut-être en lien, comme je venais de dire, avec différents publics, mais on pourrait aussi penser à différents types de formations. Si on a une séance d'information ou une séance de formation, possiblement qu'il y a les mêmes éléments qui vont pouvoir s'appliquer, mais peut-être pas. Alors, ma question, quelle est la différence entre une séance de formation et une séance d'information? Si vous voulez continuer à utiliser le clavardage, vous pouvez y aller. Si, il y a une première personne qui est capable de me dire, parce que c'est pas une question si facile, quelle est la différence entre une séance de formation et une séance d'information? Puis on en J'entends profite, une... puisqu'on est un Oui, petit oui. groupe, de finalement vous dire qu'on peut utiliser le clavardage. Si vous Mhm. avez animé ce genre de formation, puis qu'il y a peut-être 200 personnes, on vous invite peut-être à nommer des règles un peu plus claires dès le début du sens. On n'utilisera pas le clavardage puisqu'on va avoir des moments précis pour poser des questions. Aujourd'hui, on en profite, on est un petit groupe pour utiliser le clavardage au besoin. Absolument. J'aurais pas reposé la question dans le clavardage. Je vois que personne se prononce. Alors, je vais vous dire qu'en fait, ça dépend vraiment de l'intention. C'est surtout là où il y a une différence entre une séance d'information puis de formation. Il y a peut-être aussi l'idée que la séance d'information va permettre une transcription de beaucoup d'informations dans un temps restreint. Puis, elle s'intéresse souvent moins à l'aspect réception, à la compréhension du participant. Alors, ce serait la séance d'information. Alors que c'est le contraire dans une séance de formation. Là, on s'intéresse vraiment à comment le participant, l'apprenant, il reçoit. On va être dans une relation beaucoup plus différente, une relation justement de peut-être plus pédagogique, si on veut dire ça comme ça, permettre aux participants, lui permettre de se construire sa compréhension, vérifier si l'information transmise, elle est juste, adéquate, le mettre un peu à l'épreuve tout au long. Donc, il pourrait y avoir cette distinction-là d'avoir des éléments comme des quiz, des questionnaires un petit peu plus, des activités pour vérifier. Donc, un peu plus d'interaction, un dialogue plus ouvert, plus d'échanges aussi. Donc, ce qu'on voit aujourd'hui, on est plus dans une séance de formation. Mais en même temps, comme je le disais dès le départ, c'est que quand on fait une séance d'information, on peut aller chercher les mêmes éléments qu'on va présenter aujourd'hui, puis réfléchir peut-être que parfois d'avoir des éléments de la formation dans une séance d'information va faire qu'on va avoir une meilleure réception du côté de nos participants. Je pense aussi que
c'est de voir comment les habitudes qu'on avait hein, par rapport à des séances traditionnelles, dans une position peut-être plus magistrale, de présentateur, on pourrait les revoir aujourd'hui avec différents points. Je pense que tu voulais parler de ça justement, Elisabeth, des habitudes. Oui, en fait, on peut penser aujourd'hui dans notre team qu'on a peut-être d'anciens enseignants, d'anciens formateurs, donc nos habitudes de formateurs, que ce soit même comme prof ou comme conseiller pédagogique. Donc, quand on nous donne un atelier en présence, je me replace, moi j'étais une ancienne prof de sciences au secondaire. Ben, je pouvais pointer, je pouvais réexpliquer, je voyais des yeux un peu perdus. Je me permettais de rajouter du contexte. Ben, par exemple, mais ça marche pas, moi, sur mon ordi, je me déplace, je vais aider directement au bon moment. Je vais encourager les gens si je sens qu'on perd un peu le focus. Je vais réajuster, je vais écouter, on va me demander. Puis finalement, je vais être capable de jongler avec toutes ces choses-là, puisque j'ai les gens en présence et je peux aller vraiment réajuster. Quand on fait de la formation à distance, donc je dirais que webinaire, on a une certaine distance, on a une certaine préparation, on n'a pas le, je peux pas aller chez vous, aller repartir votre ordinateur comme j'ai fait juste avant la présentation parce que ma caméra fonctionnait pas. Ben, ouais, on fournit un parcours auquel on a déjà pensé. Donc, ça vaut la peine on a déjà pensé à nommer, pointer, expliquer, situer, contextualiser. On a reviré ça de tous les côtés. On a prévu toutes les questions, ou en tout cas le plus de questions possible, le plus de contexte possible. Puis on va d'un point A à un point B, parfois sans intervention pour toutes sortes de raisons. Puis c'est ça un peu la différence. Ça se ressemble, mais il y a tout de même quelque chose qu'il faut y penser un peu d'avance. Puis là, mon collègue, peut-être Patrice, va reconnaître une partie d'une présentation qu'on avait fait ensemble. Lui et moi, on avait assisté finalement à une formation avec Monsieur Neil Floor, si vous voulez aller le suivre sur les réseaux, il est très intéressant comme monsieur qui vient du Danemark, il me semble. Euh, donc, super intéressant. Il nous a beaucoup imagé tout ce que c'était au niveau du résultat d'apprentissage. On l'a un peu traduit à notre façon, puisque en anglais, c'est pas les mêmes termes exacts. La Hollande, merci. C'est pas les mêmes termes, mais il nous a donné l'exemple du marathon. Vous savez, c'est très populaire. Je pense que le printemps s'en vient. On a de l'air au printemps aujourd'hui. En groupe de travail, là, tout le monde se dit, hey, on s'inscrit-tu à un marathon tout ensemble? C'était comme, bon, on va s'inscrire au marathon. Puis là, on se dit, bon, ben, l'objectif, finalement, c'est de faire le marathon. Mais est-ce que c'est vraiment un objectif ou c'est une cible? Parce que si on garde comme étant, je veux faire le marathon, ben, mes objectifs d'apprentissage, ben, ce serait, bon, ben, écoutez, groupe, je vais vous faire un cours qui va vous donner la définition de c'est quoi un marathon, c'est quoi l'histoire du marathon, les nouveaux souliers, lesquels sont très performants, quels vêtements de course utiliser, le bon électronique à boire durant la course du marathon. Bon, ben, maintenant, on est prêt à courir. Pas nécessairement. Donc ça, c'est la cible. Quand on parle d'objectifs d'apprentissage, là, il faut vraiment voir le parallèle avec quand on donne de la formation. Il faut laisser de côté un peu la cible puis être capable de finalement aller ouvrir un peu plus vers les objectifs puis quels bénéfices professionnels et personnels la personne va pouvoir réutiliser puis utiliser aussi dans son quotidien. Parce qu'on parle souvent, surtout avec les technologies, il faut d'abord s'approprier la technologie ou l'essayer au niveau personnel, puis ensuite, on va être capable de transposer ça dans un besoin qui est professionnel. Je pense qu'on le voit beaucoup avec les IA dernièrement. Donc, si on fait un topo un peu de le résultat d'apprentissage pour un marathon, où est-ce qu'il y aurait des bénéfices, eh bien, qu'est-ce que ça va amener à la personne? Puis là, ça peut nous aider à mieux construire nos objectifs d'apprentissage. Donc, ben, ça va nous amener finalement comme bénéfice d'avoir une meilleure discipline d'entraînement. On va socialiser avec nos collègues, on va avoir une meilleure connaissance peut-être de l'alimentation parce qu'on va vouloir améliorer ce côté-là. On va mieux gérer notre temps pour essayer de garder des entraînements. On va avoir un sentiment de dépassement et de fierté personnelle, puisque quand on fait le marathon puis qu'on atteint cette cible, ben le fil d'arrivée, c'est 4 secondes.
Puis la cible est difficile à avaler si on y va juste pour le 4 secondes de gloire, là. Donc, on veut aller un petit peu plus large. Puis, je vous ai donné, par exemple, la façon que des fois on aborde les formations avec, je vais faire la définition de c'est quoi un marathon, la définition de bons souliers, de bons vêtements. On a cette tendance à reproduire ce qu'on a appris, de la façon qu'on a appris, du sens, on va commencer par les définitions, ça va être ça l'objectif. Mais peut-être que la motivation, elle ne sera pas là nécessairement. Fait qu'on voulait regarder ça avec vous, du sens que vous présentez ça, puis des exemples peut-être un peu moins sexy, mais peut-être plus près de notre réalité, du sens que si vous avez à réaliser, par exemple, une formation sur les bases du tableur Excel, ça serait peut-être difficile d'avoir un bel objectif d'apprentissage motivant, en tout cas pour moi. Je sais que Excel a vraiment quelque chose de bien à m'apporter dans ma vie, mais j'ai de la misère à le nommer. Puis c'est vraiment un exercice que Patrice et moi, on avait réfléchi beaucoup pour le présenter à nos collègues pour savoir qu'est-ce qu'on peut aller retirer finalement de monter une formation. Puis le fait d'y réfléchir, de nommer les fameuses cibles intermédiaires, qu'est-ce que ça peut apporter, bien là, on peut construire de bons objectifs d'apprentissage qui vont être signifiants pour l'apprenant. Dans ce cas-ci, bien, ça va m'aider finalement à organiser, calculer, filtrer, plus toute mon information. Je vais peut-être pouvoir me faire des planifications, suivre mon avancement de tâches. Je vais finalement, au travers de ça, améliorer ma compréhension de l'info nuagique. Puis ça, c'est une cible intermédiaire qui est intéressante pour tous parce que présentement, ben, on le vit. Bonjour Dominique. On va pouvoir peut-être supporter nos collègues, ma famille dans son utilisation. Patrice m'a déjà donné l'exemple du sens s'il voulait s'acheter une voiture, ben là, il s'est peut-être mis un peu à faire des calculs sur combien d'années ça va lui revenir, etc. Puis finalement, ça va augmenter ma confiance d'utilisation d'outils numériques. Il n'y a rien de mieux que d'avoir construit un tableau Excel de A à Z, puis d'être donc bien fier de tout ça. Après ça, on est prêt à s'embarquer dans une autre étape, dans un autre outil. Puis finalement, c'est l'impact, c'est qu'on souhaite peut-être avec le Excel, par exemple, si on formulait voyons, j'oublie le temps, un résultat d'apprentissage, ben, on souhaiterait finalement se sentir capable, plus compétent, gagner du temps, réduire l'appréhension concernant l'utilisation de nouveaux outils numériques. Donc, on n'est pas dans un objectif qui apprendre Excel. On va un petit peu plus loin, on va rajouter peut-être un peu plus au niveau des sentiments de compétence et au niveau de l'empathie. Simon, si tu voulais rajouter quelque chose par rapport à tout ça, pas nécessairement. Tout va très bien. Non, Tout non, va non, très c'est bien. des bons exemples qui peuvent s'appliquer à plein d'autres, pas juste Excel. Pas juste Excel, effectivement, mais des fois, on peut aussi rendre ça intéressant, puis sortir un peu de l'outil, sachant aussi que les outils ne sont pas pérennes dans le temps. Oui, on a l'impression que Microsoft va durer toute la vie, mais peut-être pas. Donc, c'est important de se détacher des outils, mais d'avoir une compréhension plus globale de différents éléments de ce type. Ben, c'est sûr, ce que je pourrais ajouter, c'est que si on fait de la formation depuis longtemps, je pense à Catherine qui était là depuis le début, on a l'impression que c'est des choses de base. Donc là, on va aller de plus en plus vers des éléments, disons, je dirais plus pointus, parce que là, on met la table, on va installer une vraie table. Tu vas le faire même avec la cartographie dans pas très long. Mais c'est quoi les bases, là? C'est cette table-là avant de mettre la nappe puis mettre tous les ustensiles par-dessus, là. Fait que je te laisse continuer, mais je voulais juste redire ces éléments-là. On repart vraiment de la base dans la formation d'aujourd'hui. Effectivement, puis peut-être que vous pourriez avoir le sentiment aujourd'hui que vous apprenez rien, mais je pense que c'est important de repartir de quelles sont nos forces et ce qu'on connaît, puis de vraiment bien les utiliser. Puis en fait, la cartographie des actions, donc c'est Lambert qui l'avait présenté, puis c'est les travaux de Cathy Moore. Puis c'est plus applicable en entreprise, là, au niveau des termes qui sont utilisés, mais c'est transférable aussi en éducation, du sens que avant de se lancer dans je vais faire toutes les diapositives de mon PowerPoint avec le contenu que je veux passer. Parce que c'est quand même une pratique qui peut être commune, du sens, moi, je veux passer ce contenu-là. Euh, on a tendance à partir de la fin. Mais j'ai envie de vous dire, avec la cartographie, c'est quelque chose que vous pourriez faire avec Miro, avec Word, avec Paint à la limite, peu importe. Mais c'est de partir du but de la formation puis de relier les actions, les activités, les contenus toujours dans ce sens-là.
Donc, le but de la formation, ben, ça va être, c'est quoi le changement de conduite qu'on souhaite? Qu'est-ce qu'on on veut que les gens utilisent mieux Excel, plus Excel, qui connaissent Excel? Puis quelle action qu'on va faire réellement, du sens, quelle action qu'on va vraiment faire réaliser à la personne pour qu'elle puisse atteindre ce but? Donc, est-ce qu'on va seulement donner des définitions, donner des tutoriels, ou bien on va peut-être donner des études de cas, de vraies choses qui vont être vraiment utiles à la personne? Puis aussi, est-ce qu'on va tout donner à la personne ou on souhaite qu'elle doive un peu plus construire aussi son apprentissage, qu'elle ait des moments pour tester finalement ces connaissances-là? Donc, quelle activité je vais proposer? Si, par exemple, je veux faire apprendre Excel, parce que je reprends toujours l'exemple qui est peut-être moins le fun, si je veux faire apprendre Excel, puis que finalement l'activité d'apprentissage, c'est d'écouter un vidéo tutoriel, puis de répondre à un QCM sur c'est quoi dans le vidéo, qu'est-ce qu'ils disent. Est-ce que c'est réellement une activité d'apprentissage qui va permettre d'améliorer finalement les compétences de la personne? Est-ce qu'on veut qu'elle devienne plus habile ou on veut juste qu'elle ait une connaissance? Puis après ça, ben, on peut venir mettre tous les contenus qui sont essentiels. Parce que nécessairement, dans une formation, où est-ce qu'on ajoute des contenus qui sont supplémentaires, complémentaires, c'est toujours super intéressant. Mais plus que d'éléments qui sont non essentiels, plus qu'il y a de chances qu'on perde la motivation des personnes qui sont en avant de nous. Tu veux rajouter quelque chose, Simon? Non, c'est très bon. Ça J'ai hâte va. que tu parles justement de comment le mettre en place dans les prochaines diapos, prochaines activités. C'est très intéressant. Puis, on vous oublie pas, du sens que là, je parle beaucoup, mais on va assurément faire des activités pour vous permettre d'avoir des moments pour tester vos connaissances, pour mettre en action finalement ce qu'on vous parle aujourd'hui. Donc, un simple rappel, là, on n'invente rien du sens que l'objectif d'apprentissage, c'est vraiment les habiletés à mesurer à l'issue de la formation. Les activités, c'est plutôt les moyens qu'on va mettre en place pour développer cette habileté. Puis la stratégie d'évaluation, ben, c'est plutôt la démarche, l'outil pour mesurer l'atteinte de cet objectif. Nécessairement, quand on est en développement professionnel comme aujourd'hui, on a envie de se dire que je ne vais pas vous évaluer à savoir à quel niveau vous êtes. C'est pas mon but. Je pense qu'au niveau de l'évaluation en développement professionnel, c'est de votre côté, est-ce que finalement je peux m'auto-évaluer que j'ai avancé un peu derrière ça? Puis ça, c'est peut-être plus vraiment le développement professionnel, mais quand on a des gens en avant de nous qui sont peut-être des apprenants, ben on peut aussi avoir d'autres stratégies. Donc, on vous fait faire un petit exercice, on vous donne un premier exemple, puis par la suite, on pourra en faire un deuxième là, pour être sûr que vous avez tout compris. Mhm. Donc, on va repérer ici s'il y a un problème au niveau de l'alignement. Donc, l'objectif d'apprentissage d'une certaine formation, les apprenants seront capables de faire une analyse critique d'un texte. OK? L'activité proposée, ils organisent, les formateurs, un travail en groupe sur une étude de cas. Puis la stratégie d'évaluation, les apprenants doivent répondre à un QCM de connaissances. Est-ce qu'il y a ici, puis vous pouvez répondre dans le clavardage ou à main levée, un problème au niveau de l'alignement pédagogique pour ces trois éléments? Un QCM, c'est en fait un questionnaire à choix multiple, un choix de réponse. On nous posait la question dans le Oui. clavardage, Ah, merci. Elisabeth. C'est un langage commun, tu vois. Merci. Si vous avez envie de prendre la parole, là, c'est bien Il y correct. en a qui se préparent des réponses que je vois dans le clavardage. Ça Ben devrait oui, plus être très long. Ben, on a dit d'abord, un QCM, c'est pas le meilleur outil pour évaluer l'objectif, qui est s'il est capable de faire une analyse critique. Ensuite, bien que possible, pas, c'est pas le premier choix, le c'est pas QCM. pour vérifier le sens critique aussi, exactement. Donc, la stratégie d'évaluation vient-elle nous aider à vérifier si l'apprentissage s'est fait? Il y a deux bons points là-dessus. Voyez-vous d'autres choses?
Peut-être cette fois-ci par rapport à l'activité d'apprentissage. Est-ce qu'il y a des gens qui ont levé la main? Tu Vas-y, vois-tu si... Patrice. Organiser un travail de groupe sur une étude de cas. Là, c'est une analyse critique d'un texte, mais c'est ça, j'ai peut-être pas assez le détail sur l'activité d'apprentissage, mais une étude de cas, des fois, c'est vu tu sais, pour développer, ben, tu sais, travailler sur des objectifs d'apprentissage qui sont peut-être pas reliés à un. Ben, c'est ça, j'ai pas. On dirait qu'il manque un peu d'informations sur que je puisse me prononcer bien, mais l'étude de cas est reliée à des textes, à différents types de textes, ou c'est ça que je suis pas trop sûr, mais j'ai un petit doute sur l'activité d'apprentissage. Effectivement, c'est peut-être pour ça que c'est difficile à exprimer, du sens que si on veut que les apprenants soient capables de faire une analyse critique, donc c'est-à-dire de vraiment, quand on fait une analyse critique, ça va être du texte qu'on écrit. Je pense que le point faible de l'activité d'apprentissage, c'est peut-être le travail en groupe, puisque là, c'est ce qu'on souhaite développer dans peut-être les habiletés, c'est une habileté d'écriture, une habileté de structure, de texte, etc., d'avoir un bon texte argumentatif, en quoi le travail de groupe permet ces éléments-là. Puis l'étude de cas, effectivement, est-ce qu'on veut analyser un autre texte ou bien on veut développer ses propres facultés à l'écrire? Donc, c'est là, c'est difficile à apprendre, à faire une analyse, on peut modéliser, mais pas pratiquer en groupe, effectivement. Donc, Mhm, peut-être que mhm. l'activité aurait pu être, merci Dominique, de modéliser, finalement, de développer les différents éléments, puis de eux-mêmes, par la suite, d'être capables de modéliser cet élément-là. Parce qu'il y a aussi le fait, des fois, ce que je remarque dans certaines formations que je fais sur le web et autres, c'est que la personne qui présente, on dirait qu'elle est capable de tout faire, puis est un peu en train de montrer, ben regardez, moi, je suis capable de le faire. Puis je trouve que des fois, on a de la misère à se dire, ben comment je vais vous donner l'occasion de vous aussi être capable de le faire. Donc, c'est pas facile. Je vous dis pas que j'ai la réponse à tout ça directement, mais ça vaut la peine d'y réfléchir des fois que la formation, elle n'est pas 100% de notre cours. J'ai toujours l'impression qu'il y a un certain pourcentage qui est entre les mains de l'apprenant, mais il faut aussi lui donner des bonnes occasions. Et avant que tu Christophe, ailles à l'autre, vas-y. ben vraiment d'être aligné sur le plan taxonomique, hein. On n'a pas beaucoup abordé ça, mais on voulait l'aborder quand on pense à analyse, travail de groupe sur une étude de cas, puis répondre à un choix multiple. On n'est pas du tout dans le même niveau de développement, niveau de demande intellectuelle. Donc, il faudrait avoir des éléments, justement, on pratique l'habileté intellectuelle qu'on veut qu'il soit développé. Puis, on va parler d'asynchrone puis de synchrone dans pas très long, mais ici, organiser un travail en groupe pour réussir à faire le développement de façon en asynchrone, travailler en groupe, là, on oublie ça. Donc, il y a déjà certaines choses qu'on pourrait oublier selon le contexte également. On passe avec l'exemple plus à monter. Oui, tout à fait. Donc, cette fois-ci, on vous demande en fait de peut-être proposer des améliorations cette séquence qui est un peu dans le même sens. Euh, donc, l'objectif d'apprentissage, ce serait les apprenants seront capables de mieux utiliser un guide de correction commun. Donc, ça arrive parfois en éducation où est-ce qu'ils doivent, les conseillers pédagogiques et les enseignants doivent vraiment tout corriger de la même façon puisque c'est une épreuve ministérielle. Ça peut arriver dans d'autres milieux de travail. Donc, ce que je vais faire comme formateur, c'est que je vais présenter les nouvelles balises sous forme de diaporama et les participants écoutent. Ma stratégie d'évaluation, après avoir donné ma formation, je vais leur demander, est-ce que tout est clair? Je vais attendre le silence un peu malaisant, puis je vais me dire, ben, s'il n'y a pas de questions, parfait, vous avez tout compris. J'exagère, juste. C'est un Ah, à stéréotype, mais c'est peine, à pas tant un peine. stéréotype en même temps. Tu Non. sais, c'est quelque chose que j'entends souvent puis je sais qu'avec au niveau des adultes, des fois, on se dit, bon, ben là, je vais pas non plus leur faire un quiz à toutes les 5 minutes pour savoir s'ils écoutent. Parce que le but, c'est est-ce qu'on veut vraiment qu'ils écoutent? Ben, c'est souvent ça aussi que j'entends dans les auto-formations. Ouais, mais là, je veux pas qu'ils passent tout droit puis qu'ils lisent pas.
Oui, mais pourquoi tu leur proposes pas finalement une activité qui est intéressante ou plutôt qu'une activité de je vais vérifier si tu as écouté? Mhm. Patrice, quelle amélioration tu proposerais ici? Ben, ça va pas bien, là. Fait qu'il faut faire beaucoup d'améliorations. Fait que, tu sais, moi, ce que je vois, c'est seront capables de mieux utiliser. Donc, ça veut dire qu'ils l'utilisent déjà, mais d'une façon pas idéale. Donc, fait qu'il y a de l'amélioration dans l'utilisation. Donc, la meilleure, tu sais, souvent dans les activités d'apprentissage, c'est de présenter des cas de peut-être de mauvaise utilisation et de bonne, puis là, de déterminer mais pourquoi c'est une bonne, pourquoi c'est une moins bonne, puis là, en retirer des éléments, puis revenir au guide. Ah, c'est ça que ça voulait dire. Oui, c'est ça que ça veut dire. OK. Fait que, tu sais, je pense puis de le faire peut-être. Là, si c'est en présence, c'est différent, mais à distance, ça pourrait être en sous-équipe où on a le temps d'échanger sur ça, vraiment pour se faire une tête. Puis après ça, on revient ensemble avec le présentateur. Puis une stratégie d'évaluation, là, j'y ai pas pensé, mais je trouve que l'activité d'apprentissage, là, ça devrait être vraiment quelque chose de relié c'est ça, aux difficultés que le CP a vraiment constaté la direction, certains profs, puis là, on veut les mettre en action avec ces difficultés-là qui ont été recensées. C'est très intéressant. Moi, je vois que dans notre ancienne diapo, on avait l'étude de cas. On aurait pu l'avoir plus si, justement, ce que tu dis, Patrice, avec l'activité d'apprentissage, on a une étude de cas qui devient plus pertinente. Puis on pourrait avoir une nouvelle étude de cas en termes d'évaluation, où là, ils sont autonomes, qui doivent dégager les éléments qui s'appliquent, que ce soit un guide de correction ou tout autre guide. Ça devient plus gagnant. Puis d'aller voir, ben, oups, qu'est-ce qui fonctionne dans leur compréhension à partir de ce nouveau cas-là, qui est comme un transfert des apprentissages aussi. Puis là, ils sont capables de dire, oh, il me manque encore des éléments pour bien comprendre mon guide. Voyez-tu d'autres choses aussi, Elisabeth? Oui, ben je sais qu'on a une tendance très facile à aller vers le diaporama. Puis j'aime bien, j'aime toujours me rappeler que est-ce que le diaporama, je le fais pour moi, pour mon anxiété de présenter et de rien oublier, ou bien je le fais réellement pour mes apprenants? Est-ce que le diaporama ici est vraiment un outil que mes participants vont réutiliser? Est-ce que plutôt, je devrais peut-être fermer les écrans, mettre une table en rond, puis imprimer le fameux guide de correction? Puis où est-ce que là, on vient annoter, puis tu repars avec ta copie annotée? Parce qu'un diaporama, je ne sais pas pour vous, mais j'ai rarement réouvert un diaporama d'une présentation de quelqu'un d'autre parce que souvent, c'est pas mes notes à moi, c'est pas organisé dans ma façon à moi non plus de comprendre. Puis le diaporama permet pas de prendre des notes utiles directement sur finalement l'élément sur lequel je dois travailler. Donc, je vous invite vraiment à réfléchir la prochaine fois de le diaporama. Est-ce que c'est vraiment ça que mes participants ont besoin? Puis finalement, avec, si on le papier réel entre les mains, ben là, on peut vraiment aller changer le comportement voulu, comme Patrice a nommé, d'avoir des bonnes utilisations, des mauvaises utilisations. Puis je dirais peut-être de partir aussi de qu'est-ce qui va bien, puis qu'est-ce qu'on a amélioré. Puis là, après ça, ben finalement, dans la stratégie d'évaluation, à la fin de tout ça, on peut dire, bon, ben dans les points on avait nommés à améliorer, est-ce que c'est vraiment possible? Puis quelle stratégie on va prendre? Donc, c'est un peu ça que je voulais vous communiquer aujourd'hui. Pas aujourd'hui, mais par rapport à cette diapo-là. Je lis d'autres choses en même temps. Faut pas que je fasse ça. Je lis mes notes de diapo. Je lis pas de, je lis pas mes courriels. Pas de temps. Mais Ben, on va merci. Oui, il y a continuer. ben oui, on continue. Puis merci pour les Enchaînons. bonnes suggestions. Oui, c'était Enchaînement. des bonnes suggestions. Et des bonnes suggestions. Merci, Dominique. Activité d'apprentissage, cette fois-ci, effectivement, ça devrait être vraiment une mise en pratique. Oui, absolument. C'est là qu'on irait chercher de l'info utile. Ben, on aurait des éléments pour aller un petit peu plus loin, maintenant qu'on a vu l'alignement, qu'on a vu aussi les éléments à structurer, des éléments qui sont des clés, disons, premier, qui vient d'apparaître. Excusez, j'ai un peu le rhume, des fois on dirait que je déparle aujourd'hui. Donc, premièrement, susciter l'engagement, en considérer cet apprenant-là à qui on parle, considérer le participant qui est de l'autre côté, vouloir qu'il s'engage comme on le fait depuis le départ avec toutes sortes d'interactions, des interactions qui sont en soutien, des moments qu'on a planifiés pour cette interaction-là. Pour augmenter l'interaction aussi, il faut penser à faire réaliser des apprentissages. Donc, c'est pas seulement de les énumérer, de les énoncer, mais il faut aller plus en profondeur.
aligner directement aux objectifs, avoir des moyens adéquats, comme on l'a dit. Là, je suis un peu plus en synthèse ici. Et prévoir des activités de transfert, je l'ai nommé aussi. Des activités de transfert, il y en a de toutes les sortes. C'est des activités qu'on peut dire aussi de consolidation des apprentissages, où on pourrait faire de la modélisation, on pourrait avoir des nouveaux contextes avec ce que Patrice a dit tout à l'heure. Ça m'a ouvert la porte vers cette idée-là que j'avais ici. Donc, toutes les activités possibles de transfert viennent aider à ce que vos participants ne sortent pas de la formation en se disant, ben, ça a été très, très intéressant, mais je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas quoi faire avec tout ce bagage d'informations-là. J'irais justement en se demandant est-ce que tous ces points-là sur l'alignement et les éléments un petit peu plus pour augmenter l'interaction, on les a autant en synchrone ou asynchrone. Puis y a-t-il vraiment des différences? Parce que moi, dans mon travail du côté du ministère de l'Éducation, on me posait fréquemment la question, là, si je veux préparer une formation synchrone ou asynchrone, c'est quoi, comment je dois le réfléchir? Ben, en fait, les bases sont pas mal les mêmes. Et Elisabeth va renchérir dans pas très long, mais on va pouvoir aussi réutiliser des éléments, parce que là, aujourd'hui, on parle plus de synchrone. Nécessairement, on est en synchrone, en présentiel. Peut-être que vous écoutez notre webinaire un petit peu plus tard, enregistré, et vous serez d'une manière plus en asynchrone. Mais il n'y a pas vraiment de différence, excepté qu'il y a peut-être un focus à faire sur quelques éléments. Donc, ces particularités-là, qu'on soit en train de planifier une formation synchrone ou asynchrone, mais c'est d'abord en asynchrone de morceler la séquence un peu plus, de l'avoir réfléchi pour que les bouchées soient pas trop grosses, pour que l'apprentissage se fasse bien. Faut avoir aussi bien réfléchi à anticiper les sentiments puis les réactions des participants. Parce que là, on se retrouve devant un manque d'interaction. On ne pourra pas avoir cette rétroaction-là qui va nous aider à aller de l'avant, à répondre aux bonnes questions, répondre aux besoins des participants. Donc, plus on va avoir réfléchi à ces éléments-là, plus on va être capable de les placer directement dans notre formation. Donc, je vais, oui, prévoir les questions. Puis, il y a un élément de guidage qui est présenté dans tout ce qu'on voit de formation sur l'asynchrone, puis qu'on réfléchit pas toujours. On pourrait avoir besoin de prendre la main un peu plus des participants. On le voyait dès le départ quand Elisabeth se présentait le parcours de formation. Bien, l'asynchrone, il est là-dedans. Donc, on doit avoir en tête de guider plus systématiquement les apprentissages par des titres, des visuels, des temps d'introduction, des meilleures transitions. Je pense des fois, c'est quelque chose que je prépare avec mon équipe, simplement des repères visuels qu'on est en train de changer de sujet. C'est une formation où il y a beaucoup de répétitions. Ben, on va avoir des éléments qui permettent à l'apprenant de se repérer, qui se sentent pas démunis face à trop de changements de couleurs, de diapositives. On veut que les repères reviennent dans les transitions, dans les débuts de titres, etc. Donc, c'est tous des éléments qu'il faut avoir réfléchi. Mais quand on préparait la formation avec moi et Elisabeth, ben, on se disait, c'est ça, il y a toutes ces particularités-là, mais je pense que ça peut nous aider aussi en synchrone, hein. Elisabeth, tu rajouterais quoi donc? Bien, c'est sûr que quand on prépare bien en synchrone de morceler l'apprentissage, bien, par la suite, tu sais, moi, je dis souvent, ceux qui donnent des formations en grand groupe, ils l'ont naturellement, surtout les anciens enseignants, de toujours donner la prochaine séquence. Moi, j'ai mon prof, je me souviens dans stage 3, il m'avait dit: «Tu peux arriver avec une télé dans ta classe, puis penser que ça va être super populaire, puis que tout le monde va sauter de joie, ça va être des adolescents. Mais si tu mets juste une télé, il y a des chances que le party pogne pas», tu sais, on va se dire ça. Par contre, ben, quand on va peut-être mettre une mise en contexte, on va peut-être aller dire aux apprenants du sens: «Je vais vous faire aujourd'hui, on va faire une activité qui va vous permettre un peu de changer votre perspective. J'aimerais ça que vous remarquiez telle chose, telle chose, telle chose», d'avoir une intention d'écoute. Il va y avoir une ou 2 ou 3 parties. La personne, elle peut se situer, puis, vous allez probablement avoir telle question. Gardez-la en tête, prenez-la en note, et cetera. Vous allez voir, ça va être vraiment pertinent pour tel travail ou
tel moment de l'année, là, vous savez, les épreuves s'en viennent, donc vous devez absolument avoir ça en tête. Ça Le vient fait donner tellement du d'avoir sens. C'est ça donne du sens à ce que tu es en train d'écouter, là. Exact. Donc, que ce soit une télé, que ce soit un livre de 800 pages, que ce soit une diapositive avec plein de textes, lorsqu'on vient vraiment rajouter, je pense, un peu d'humanité à travers ça aussi. Tu sais, là, si on est en présence, on vient rajouter le côté humain. Mais si on est, par exemple, en asynchrone, si on est en train de monter une auto-formation, bien, tout ce contexte-là doit se retrouver quelque part. Donc, la personne, elle suit le fil de la conversation, mais elle comprend pas votre discours intérieur, elle sait pas c'est quoi le contexte. Donc, ça vaut la peine de le nommer dans une auto-formation aussi. Donc, c'est ça que je voulais vous mentionner. Excellent. Puis dans les façons de guider davantage l'apprenant, ben, il y a aussi l'élément de faire des synthèses, d'intégrer des éléments soit en résumé ou en synthèse. Et ça, j'y tenais vraiment, on l'oublie, cette importance-là des moments de synthèse pour le participant. Puis pourquoi c'est tellement essentiel, là? Je vous dirais, c'est parce que ces moments-là permettent aux participants de structurer leurs acquis, de réduire aussi la surcharge. Aujourd'hui, on n'a pas mis trop d'éléments théoriques, j'espère, en tout cas dans ce début-là de formation. Mais si on avait présenté, je ne sais pas, une série d'éléments plus abstraits, conceptuels, à un moment donné, de prendre des temps où on se dépose, puis où on pense à ce qu'on vient d'apprendre, ça réduit vraiment cette surcharge-là. Ça permet au cerveau de donner du sens, encore une fois, de peut-être, en fait, ce que la recherche nous démontre, c'est que ça permet de la mémorisation à long terme aussi. La mémorisation à long terme permet le transfert des apprentissages. C'est une phase qu'on nomme dans la recherche la distanciation. Donc, un moment de distanciation où l'apprenant prend du recul, puis ça lui permet de relier les concepts entre eux, de les laisser décanter d'une certaine manière. On voit vraiment, moi, je trouvais intéressant ce visuel-là de dire, ben, l'ensemble des éléments qui sont tellement analysés, décortiqués, on en arrive à avoir une idée ou une compréhension qui est beaucoup plus facile, hein, qui est beaucoup plus, ben, qui est peut-être même utilisable. C'est ce qu'on verrait. Donc, ça devient une façon efficace pour intégrer tout ça. Puis pour le faire, ben, ça commence par une bonne planification. Il faut prévoir des synthèses après chacun des blocs. Pas nécessairement toujours de la même façon. On peut varier les formats, des exemples, des schémas, des quiz, des cartes conceptuelles, hein. On peut repenser à ces éléments-là, ou encore des nuages de mots. Ça pourrait être aussi les participants, parce que ce n'est pas nécessairement les formateurs qui ont besoin toujours de faire la synthèse. Si on veut que ce soit encore plus efficace, on pourrait laisser les participants faire, construire cette synthèse-là. Donc, c'est pas obligatoire non plus d'en avoir un grand nombre, mais c'est pas un luxe. C'est essentiel pour consolider les acquis et permettre tranquillement à l'apprenant, le participant, de nous suivre à travers les différents points, les différents plans qu'on va avoir pris. Donc là, Elisabeth, normalement, après avoir parlé de synthèse, on avait une petite pause de 5 minutes, dans pas très long, mais juste avant, on aurait du temps pour peut-être faire une petite synthèse d'abord. Elisabeth, me nommerais-tu deux éléments importants qu'on vient de voir dans la première partie, puis après ça, on pourra prendre quelques questions. Oh, j'aime Je te ça mets que au tu me défi. coinces de même. Moi, Ouais, j'adore t'as pas le ça. choix. Ben, je trouve ça le fun, en fait, ben là, je trouve ça le fun. On a parlé, en fait, des bons éléments pour faire des activités d'apprentissage, de varier finalement les façons de présenter du contenu, puis de penser à vraiment se mettre dans les bottes peut-être de notre apprenant, du sens, est-ce qu'il va trouver ça intéressant, motivant, est-ce qu'on va lui avoir donné tout le contexte nécessaire et les exemples pour qu'il puisse relier ça finalement à sa pratique. Là, il y a peut-être 50 éléments dans ce que je viens de dire, mais j'aime ça faire des synthèses. Puis, Ouais. mais aussi, il faut se dire que la mémoire de travail, elle n'est pas si grande que ça. Puis je pense que c'est important de le garder en tête, là. Surtout quand c'est un nouveau sujet. La mémoire de travail, tu sais, elle va être efficace quand on a beaucoup de savoir sur un sujet. Puis là, on va être capable de faire de la résolution de problèmes très complexes. Mais si, Ouais. par exemple, demain matin, vous me donnez un cours sur la mécanique, ça se peut qu'après 10 minutes, je sois overload, puis il n'y a plus rien qui rentre parce que j'ai pas nécessairement de savoir sur la mécanique sur lesquels je peux construire. Tandis que si demain matin, vous me parlez de
comment faire du bon alignement pédagogique, utiliser le bon outil techno, mais là, je vais pouvoir aller un petit peu plus loin. J'ai des certains savoirs sur le sujet. Donc, pensez toujours à ça, la mémoire RAM, elle roule pas tout le temps parfaitement dans notre cerveau. Ou en tout cas, très, très grande, c'est ça que je veux dire. Bon, moi, je suis un peu déçu parce que tu m'as pas tant fait une synthèse ici Oh des non! deux éléments. Fait que je vais redemander au public voir s'il y a un ou deux éléments de synthèse. Non, mais tu as C'est bien une bonne repris des idée, éléments. parce que Tu as repris des oui, éléments importants que tu trouvais à je redire. C'est m'excuse! parfait. Mais non, mais non, mais non. On est là pour ça. Mais est-ce que vous avez un élément que vous retenez de ce qu'on vient de voir dans la première partie? Vous pouvez lever la main si ça vous intéresse ou de l'écrire dans le clavardage. Vas-y, Patrice. Patrice. Ben, le moment je me rappelle plus le terme, là, le moment d'arrêt pour faire un petit moment d'intégration, une petite pause, ça, j'étais au courant, mais je trouve ça intéressant, là, comment vous l'avez présenté avec l'infographie. Puis le terme, là, si vous pouviez me le répéter, là, mais ça, je trouve De la ça super. synthèse? La La, distanciation, dis- La distanciation, oui. ouais, ça, c'est ça, la distanciation, je trouve que c'est un élément qui m'a marqué. Fait que merci. Merci avec beaucoup. Il y Corinne a Corinne. aussi. Oui. Ouh, allô, désolée, j'ai pas ma caméra parce que je mange en même temps. C'est bien Euh, correct. je voulais vous dire, ben moi, ce qui retient mon attention, là, je suis arrivée un peu en retard, là, mais Simon, tu m'en avais déjà parlé un peu, mais que le diaporama, c'est pas toujours la meilleure façon de présenter du contenu. Puis ça m'a fait beaucoup réfléchir parce que là, vu que j'avais eu une petite info avant, j'ai déjà réfléchi à d'autres éléments que je mets en place pour présenter autrement qu'avec des diaporamas. Donc, ça, là, je trouve que c'est vraiment important Est-ce de, de revoir ça. Puis, mais en tout cas, mon astuce, moi, c'est que je fais des sites web, là, quand chaque fois, je dois classer beaucoup d'informations. Puis, sur mes sites, je mets l'information disponible aux apprenants. Puis, j'ai commencé à donner de la formation à partir des sites et non pas à partir de diaporamas, ce qui me permet d'être beaucoup plus libre puis de naviguer pour trouver l'information. Puis après ça, le site, il demeure toujours disponible aux apprenants, mais là, je retiens aussi de faire imprimer le papier. C'est encore très bon, tu sais, pour prendre des notes puis travailler en équipe. Puis c'est ça que je fais dans des copes, là. On retourne au papier. Fait que c'est ça qui m'a marqué. Ben, tant mieux. Puis j'ai envie de dire justement l'utilisation directement de ton site web, Corinne, puis je sais, pour te connaître des découvreurs, hein, c'est intéressant finalement de plonger nos apprenants dans l'environnement dans lequel on veut qu'ils travaillent. Donc, Absolument. Puis ce que j'ai même fait à cette heure-là, quand je crée un site, c'est que je mets un code QR en bas de la page. Fait que quand dans une salle, tu sais, d'habitude, c'est la page du diaporama d'accueil là, qu'on voit. Ben moi, c'est la page d'accueil de mon site, mais avec le code QR, comme ça, les participants peuvent déjà le scanner pour ceux qui ont un téléphone ou une tablette pour l'avoir dans leur documentation, là, déjà en partant. super. C'est une bonne wow. astuce. Merci, Corinne. Bienvenue. Autre chose? Est-ce qu'il y a d'autres personnes voulaient mentionner? On a eu quelques-unes dans le clavardage, là. Utiliser les résumés, ça favorise la rétention, créer des occasions d'interaction avec les participants, la cartographie des actions, plus pour moi. Ben merci, tant mieux. Ben allons en pause, je pense, Elisabeth. On se donne une petite pause de 5 minutes. On On revient vous donne vers pas trop de temps pour vous pas ennuyer, trop mais de juste temps. assez pour vous dégourdir. Ben, on sait que c'est l'heure du midi aussi, fait que c'est peut-être le temps pour. C'est ça, un temps nécessaire. Oui. Donc, on revient à et une. 16h01, parfait. C'est bon. À tantôt.
Quand vous êtes prêts, j'espère que vous avez eu le temps de vous lever un peu. Hein? Ça va Bon, vite 5 minutes, mais ça permet un peu de s'aérer. Puis exact. ces moments-là, c'est important. Des petits resets, on va en parler justement dans les moments pour relancer l'attention. Effectivement, encore une fois, on essaie d'y aller en parallèle du sens qu'on fait les pratiques qu'on croit qui sont bonnes. Donc, on vous invite aussi à donner des petites pauses au travers pour pas des trop longues, mais juste assez. Mhm. Donc, pour la suite, donc, on était dans le premier bloc où est-ce qu'on réfléchissait davantage aux besoins des apprenants ainsi qu'aux buts des formateurs. Maintenant, on passe au bloc 2 pour rester dans le même objectif d'apprentissage avec vous aujourd'hui. C'est qu'on souhaite réfléchir à la conception de formation à distance pour qu'elle soit interactive, dynamique et profitable. Comme un petit peu plus technique peut-être dans cette deuxième partie-là. On va commencer avec les tendances 2026. On aurait pu dire les tendances actuelles en présentation et formation à distance quand on fait de la recherche sur le sujet. Alors, ce qu'on dit de manière générale, c'est que la technologie est au service d'une expérience d'apprentissage plus engageante, efficace, adaptée aux besoins. C'est ce qu'on cherche beaucoup de nos jours. Elle vise à rendre la formation à distance non seulement accessible, d'où peut-être le partage asynchrone, mais aussi plus interactive et impactante, qui produit un résultat, un changement. Toutes les tendances qu'on va voir s'inscrivent dans une logique où la technologie est au service d'une expérience d'apprentissage plus engageante, mais on parle d'une technologie, pas nécessairement technologie de l'IA qu'on va mentionner quand même, mais technologie dans le sens de on est sur Teams, on est sur une autre application comme ça qui permet la visioconférence, on est dans l'utilisation de différents moyens aussi, différentes applications. Mais tout ça, c'est pour que ça soit au service de nos apprentissages, des apprentissages de l'apprenant, et non pas quelque chose qui soit là plus pour avoir un beau contenant. On veut que ce soit des outils efficaces. Donc, le premier, dans les premières tendances, une présentation qui est propulsée par l'IA générative. Je vous apprends rien, vous ne serez pas surpris. On parle que tous des outils comme Copilot, ChatGPT, on parlait de Claude, moi puis Elisabeth cette semaine. Gemini nous aide à bâtir, à structurer, même à livrer des présentations beaucoup plus rapidement qu'avant. S'ajoute à ça c'est des traductions en direct, des sous-titres automatiques, des avatars virtuels, puis là, ça rend le tout de plus en plus inclusif, de plus en plus aussi simple à produire. Faut pas penser par contre qu'une présentation, c'est seulement, ben, on donne ça à l'IA et tout est généré. On le sait, moi puis Elisabeth, c'est pas toujours évident. Vous l'avez peut-être expérimenté aussi de votre côté. Il reste encore beaucoup, beaucoup de choses à critiquer, à réviser, à revoir à partir des éléments qui nous sont donnés par l'IA. Mais quand même, ça nous aide à le faire. Ce qu'on cherche dans les tendances aussi, des formations qui sont hybrides, qui sont flexibles. On combine des modes présentiels, du virtuel synchrone, de l'asynchrone. On vise à ce que les gens trouvent une réponse qui satisfont, des réponses qui satisfont à leurs besoins dans le quotidien. Les gens peuvent apprendre quand ils veulent, où ils veulent, avec des formats qui leur conviennent aussi. Le format balado peut être très, très intéressant. On n'est pas toujours obligé de se filmer pour que les personnes apprennent. Ensuite, on cherche des micro-apprentissages. Un micro-apprentissage, quand tantôt on disait de bien décortiquer les temps de formation, de morceler l'apprentissage, ben, c'est ce qu'on réussit à faire en parlant de micro-apprentissage. C'est plus simple aussi pour un cerveau humain qui est, surtout quand on parle de formation continue d'un professionnel, si on parle de jeunes, on serait peut-être ailleurs, mais quand même, on pourrait penser, quand on fait de l'adaptation et qu'on morcelle des apprentissages, c'est tout aussi important. Donc, micro-apprentissage, morcelage pour faciliter encore là l'apprentissage, mais aussi les rendre, comment je dirais ça, faire en sorte que ces apprentissages-là deviennent de manière plus autonome. Parce que plus ils sont réduits en capsules courtes, par exemple, mais on peut le faire sans trop d'accompagnement et être plus proche aussi de sa zone proximale de développement quand on fait ces micro-apprentissages-là. Trois autres qui nous restent à voir dans les tendances. Non, je pense qu'il en restait quatre même. On parle beaucoup, puis vous le faites, je suis certain, je connais des personnes parmi vous qui le faites, des communautés d'apprentissage, de la pédagogie, hein, des COP, des CAP, faire en sorte qu'on puisse
échanger, parce que ça, on n'a pas perdu ça en tant qu'être humain. C'est pas parce qu'on a beaucoup de technologie autour de nous qu'on apprend seulement par la technologie. On apprend mieux en se comparant, en discutant, en apprenant des autres, parce qu'ils peuvent le reformuler par un travail collaboratif, par exemple. On le voit, c'est documenté, on apprend bien avec l'humain. On aime aussi dans les tendances l'élément de ludification. On va voir le terme gamification, là. Gamification peut-être francisé, mais en français, le vrai terme, c'est ludification. Donc, on intègre des jeux, on donne des badges, on amène des questionnaires pour lesquels on a des petits mérites, on a des étoiles, des récompenses, il peut y avoir un classement. C'est tout l'aspect dans les tendances qui va faire en sorte qu'on est plus engagé dans cette formation-là, qu'on est motivé par l'aspect jeu. Il ne faut pas transformer tout en jeu. Il ne faut pas aller non plus dans l'excès, là. Quand on va dans les tendances, c'est beaucoup plus dans l'accompagnement. Je sais que dernièrement, je demandais à l'IA de me formuler quelque chose comme des façons de rendre ça plus ludique. Ben, c'était simplement d'avoir une ligne de progression dans le haut de mon document qui faisait qu'à chaque fois que la personne avait vu un petit élément, ben, il avait cliqué et sa progression était maintenue dans le haut pour s'approcher du 100%. Ça donnait une motivation. Sixième élément, ben, c'est toute la part de l'IA qui viendrait faire de la personnalisation de l'apprentissage, mais si on n'a pas utilisé l'IA, c'est quand même personnalisation par l'humain. On pense à qui on s'adresse, à quelle clientèle, euh, les ressources que ces gens-là ont, les besoins qu'ils ont, comme on en parle depuis le début. Mais si on le fait à partir de l'IA, ben, l'IA est capable même de faire du contenu personnalisé presque en direct. Ça devient une grosse tendance, hein. L'IA adapte au rythme, aux besoins, fait du sur-mesure. Même avec les nouveaux agents pédagogiques, l'IA est capable de questionner l'apprenant, de détecter ses lacunes, d'adapter le contenu instantanément. Alors ça, c'est pas nécessairement ce qu'on fait aujourd'hui, là, Elisabeth, là, mais c'est dans d'autres types d'apprentissage dans les tendances. Puis, les autres, c'est tout ce qui est d'outils immersifs. Donc, on simule des situations réelles avec la réalité virtuelle ou la réalité augmentée, puis on réussit à faire entrer la personne dans un milieu de formation qui peut reconnaître dans la vraie vie. Peut-être que c'est moins le cas dans la pédagogie. Disons, pour tout ce qui est l'enseignement, la formation, scolaire, mais quand on parle, disons, former quelqu'un pour en médecine, en des éléments très techniques, toute cette immersion-là peut être très, très forte. Et je vois dans le clavardage qu'on me suggère aussi qu'il y a certains des outils ou certaines des façons de faire dans ces tendances-là qui sont utilisées beaucoup par Campus Récit. Je ne sais pas si tu veux plus commenter parce que je les connais moins. C'est Patrice qui dit ça. Alors, Elisabeth, je ne sais pas si tu veux commenter. Il y a des petites choses qui sont suggérées par rapport aux tendances. Oui, ben c'est sûr que sur Campus Récit, c'est vraiment une plateforme de ressources de formation numérique pour le personnel enseignant et en éducation, mais c'est pour tout le monde, c'est ouvert à tous, c'est pour le public. Vous n'avez même pas besoin d'avoir de compte, ça coûte rien, c'est disponible. Ça peut être utile dans tous les milieux, puis il y a beaucoup de choses justement sur la ludification. Je pense qu'il n'y a pas nécessairement une formation, la ludification, c'est quoi? Mais par contre, on a plusieurs choses. Là. Patrice en a mis une. Là. J'ose pas l'ouvrir juste parce que ça va apparaître dans mon écran pour rien. Mais effectivement, il y a plein de choses sur campus. Je vous invite vraiment à aller faire le tour. Pas maintenant, parce que vous êtes dans une formation, mais vous pouvez y aller un petit peu plus tard. C'est toujours le problème, c'est ça, si on met beaucoup de liens dans une formation, qu'on perd les gens parce que le lien devient très, très intéressant. Ben voilà. Fait que c'était les 7 tendances, mais imaginez-vous que nous autres, on n'ira pas tant dans ces tendances-là. Parce qu'on a dit dès le départ qu'on voulait revenir à la base de toutes les formations. Donc, avant de suivre la mode, il faut connaître nos bases. Et donc, Elisabeth, tu voulais revenir sur ça. Oui, ben en fait, nécessairement, c'est parce qu'on avait déjà eu la question un peu, puis je veux dire, c'est pas la première fois qu'on me pose la question, mais c'est quoi qui est à la mode? Tu sais, pour donner des formations, là, la nouvelle affaire, là, WooClap, là, Mentimeter, Kahoot, là, c'est à la mode. Est-ce que c'est nécessaire?
Je pense qu'il existe encore des livres qui se vendent, qui sont très intéressants, puis c'est seulement de l'écriture sur du papier. Donc, je pense que qu'est-ce qui fait qu'il y a une bonne interaction? Ben, c'est de commencer par des interactions qui sont simples. Rester dans un environnement qui est connu des participants, ça a vraiment un avantage. Des fois, j'entends des gens qui me disent, ah, ben là, on va faire un WooClap, on va les envoyer sur un Padlet. Après ça, on va aller comme faire une écriture collaborative dans Google Doc. Puis après ça, ben, on va retourner dans le PowerPoint. Juste le fait de changer d'éléments, d'outils numériques, il y a toujours une petite courbe d'apprentissage qui est nécessaire. Puis là, ben, on n'a pas tout le monde qui est au même niveau. C'est sûr que, par exemple, quand je travaille avec des gens du récit, des services nationaux du récit, on est les experts du numérique, ou en tout cas, du moins, on a une certaine facilité. Mais quand j'arrive avec des profs, peut-être que ça fait plusieurs années qu'ils n'ont pas utilisé le numérique ou des gens qui sortent de l'université puis que là, ils ont juste la gestion de classe à gérer puis ils en ont assez. Il faut se donner une chance on peut regarder ça très simple. On n'a pas besoin d'aller faire la plus belle tendance. Puis Mais sinon, intégrer. Elisabeth, Oui, avant que tu passes à l'autre, c'est de se prévoir du temps pour oui, donner, faire en sorte que le participant il puisse acquérir ces capacités-là, ces habiletés-là à utiliser la technologie. Fait qu'au lieu de dire, ben, tout le monde le sait, prenez votre code QR, tout le monde, OK, non, non, va falloir peut-être faire une petite démonstration, l'inclure dans notre temps, parce que ça pourrait être très pertinent de faire un petit quiz interactif avec oui. telle ou telle plateforme. Mais à ce moment-là, on le prévoit aussi. C'est ce que je voulais rajouter. Oui, puis on a aussi déjà eu la question du sens, ah ben j'aimerais ça avoir une formation sur Teams, comment organiser finalement le mode webinaire, comment faire un poll, comment réagir, comment écrire dans le clavardage. Euh, Quand on pense aux formations très techno-centrées, du sens qu'on va montrer un outil, on va montrer où cliquer, je vous dirais que c'est peut-être pas quelque chose qui va finalement intéresser les gens. Les applications qu'on utilise au quotidien, sont tellement bien faites, les pitons sont tellement bien pensés que on est mieux de montrer aux gens comment faire des éléments qui sont plus pédagogiques, puis après, ils apprendront l'outil parce qu'ils vont avoir une intention Ouais. derrière l'apprentissage de l'outil. Si on commence par l'outil, la personne n'a pas de motivation, elle ne sait pas où est-ce que vous en allez, elle ne sait pas pourquoi il faut qu'elle apprenne ça, puis elle va être encore moins intéressée. Donc, c'est un peu ça qu'on voulait vous rappeler. Puis, on voulait vous rappeler bien pire que ça, du sens que oui, il y a des tendances à formation actuelles, mais nous n'irons pas là. Donc, Ouais, je aujourd'hui, l'ai un peu dit. j'adore ce bout-là, du sens que la nécessité d'avoir un alignement pédagogique puis de répondre aux besoins des apprenants, c'est beaucoup plus parlant. Partir aussi de ce qu'on connaît, de se lancer dans une plateforme qu'on ne connaît pas, qu'on n'a jamais utilisée en grand groupe. Il y a peut-être des chances où est-ce qu'on patauge puis qu'on perde de vue finalement nos apprenants qui sont devant nous. Puis c'est là que je pense que c'est pas efficace. Puis je me souviens, je me souviens plus, j'avais donné l'exemple, Simon, la dernière fois qu'on l'a fait, mais j'avais déjà assisté à une présentation d'un ancien directeur d'école qui était allé dans une classe de primaire. Je pense que c'était la quatrième année de primaire. Puis il venait présenter pendant 2 heures toutes les épopées de la construction du pont de Québec. Puis moi, je me disais, mais non, mais comment qu'il va faire? Tu sais, le monsieur était quand même très âgé, puis il y avait un rétroprojecteur, tu sais. Puis ça fait pas longtemps de ça, là, j'étais en stage, là. J'étais là, mais comment il va faire pour garder l'attention de son monde, là, tu sais? Mais pas un bruit dans la classe. Puis finalement, c'est que le monsieur déjà, il avait pensé à son storytelling. Déjà, il avait pensé à garder du mystère, à avoir des photos vraiment choc au bon moment, de toujours donner un contexte, tu sais. Il disait, vous allez voir la prochaine photo. Là, c'est un clou. Tu sais, des fois, c'était juste une photo de clou, là. Mais il nous donnait un contexte du sens, ben, pour rentrer les clous au bon endroit, ben, il y avait un lanceur. Il y avait celui qui chauffait le clou, il y avait le lanceur de clous, il y avait l'attrapeur, puis il y avait celui qui qui rentrait le rivet, puis avec la soudure, ça faisait instantanément. Puis là, on avait une photo de clou. Mais tu sais, j'étais là, mais voyons donc, moi j'ai été sur le bout de ma chaise pendant 2 heures, puis les enfants, ils ont vraiment été intéressés. Mais le sujet était bien Hmm. présenté, ça avait une valeur ajoutée. Il a fait plein de liens de sciences, d'histoire. Il a enseigné toutes les matières à la limite avec son contenu. Puis ça m'a fait beaucoup réfléchir là, ce qu'on enseigne, dépendamment du sujet.
C'est sûr qu'on ne peut pas toutes devenir des écoles Montessori, là, mais dépendamment du sujet qu'on enseigne, il y a moyen de rendre ça vraiment intéressant sans aller dans le plus palpitant de la technologie. Et On encore fait une une petite fois, activité. on fait une petite activité. Mais je ne sais pas si ça va marcher, mais c'est pas grave parce que ça va-tu Ben Ben, oui, toi, ça va tu marcher. peux-tu? Oui, tu pouvais, hein? Oui, oui, oui. Alors, on vous fait un petit temps synthétique, mais un petit temps aussi pour vous engager avec nous. Je démarre un nuage de mots qui va apparaître au milieu de la fenêtre Teams et ça va avec les consignes qu'on voit. Identifier une qualité, avant qu'on parle de qualité puis qu'on y aille plus dans le technique, identifier une qualité d'une présentation, d'une animation que vous appréciez. Une, mais si vous en mettez deux, ça peut être comme deux fois aussi. Vous pouvez retourner faire le. Je pense que c'est pas limité à une réponse. Non, c'est ça. Puis vraiment penser peut-être à la meilleure présentation à laquelle vous ayez assisté de votre vie, là, la meilleure formation à laquelle vous ayez assisté. C'était quoi les qualités de cette présentation-là? Qu'est-ce qui faisait une différence? Il y a déjà des réponses qui apparaissent. Mhm. Je peux mettre plusieurs mots. Il y a des mots que je comprends moins, comme copier-coller, mais les autres, Je sais pas. futur, Y a-t-il quelqu'un futur, qui a ça accroché m'intrigue. copier-coller? Ah, peut-être que c'est vraiment voulu. Bon, interactivité, centrée peut-être sur l'apprenant, l'engagement, les objectifs, dynamique. Un Nathalie, bon oui. rêve. C'est moi qui ai fait le copier-coller. J'ai fait une phrase, je pense qu'il fallait que je fasse juste un mot, fois que ça a dû se Ah, décaler. Donc, tout ce qui est les gens qui font des présentations avec la même information qu'ils disent, qu'ils présentent à la fois. Donc, ça m'importune un brin. Donc, quand il y a un effet mystère un petit peu au mot qui est présenté pour que le formateur puisse continuer à donner l'information par la suite, là, moi, ça vient toujours plus me captiver. Mhm. Puis il y a aussi que ça amène, peut-être tantôt on va en voir en design, là, mais quand on présente toute l'information à lire, alors que la personne est en train de parler, ben c'est sûr que c'est difficile de faire les deux, là, lire et entendre la personne, puis là, on se concentre sur le texte ou sur ce qui est en train d'être dit, c'est vraiment très difficile. Alors, on a eu 11 réponses, c'est très, très bon. Bon, vous le voyez tout le monde, hein? Est-ce qu'il y avait des problèmes à voir le petit sondage, à voir le ça a nuage de bien été. mots? Parfait. Alors, pour le moment, le nuage de mots nous dit que c'est le mot texte qui revenait le plus souvent, mais ça se peut pas. Alors, oh, avec d'autres, ça nous aide. Aérer, bon rythme, engagement, interactivité. Alors, on pense à ces qualités-là, puis on part de ça, Elisabeth, pour la suite. Oui, tout à fait. Puis c'est le genre de choses qu'on aurait pu peut-être faire au début. Bonjour Michel. C'est des genres de choses qu'on aurait pu faire en fait dès le début de la présentation, faire un nuage de mots, c'est quoi une bonne présentation pour vous, puis on aurait pu finalement ajuster, tu sais, notre présentation au fur et à mesure. Tu sais. Ça Mhm. dépend aussi du contexte. Parfois, les formations sont obligatoires, des fois, elles sont suggérées, des fois, la personne, ils viennent de leur propre motivation, comme aujourd'hui, par exemple, ce genre de choses. Donc, pour la suite, donc, nécessairement, créer le climat de confiance dès le début. Puis pour ceux qui étaient là au début ou pour ceux qui viennent d'arriver, du sens qu'on a vraiment fait dans le clavardage, on a finalement exposé un problème commun où en fait, on est allé dans l'empathie. Quand on vous a demandé est-ce que ça vous rejoint quand on dit que vous êtes peut-être dépassé par l'ensemble des outils, que vous avez l'impression de ne pas avoir le temps de tout apprendre, toutes ces choses-là, on est allé créer dès le début une problématique commune, un besoin commun. On vous a d'une certaine façon écouté, puis ça nous a permis aussi de situer. Dans une autre forme de présentation, par exemple, si je m'attends à former sur un objet d'apprentissage du sens qui est plus technique, ben, je vais peut-être demander à mes apprenants, vous vous situez où dans cet outil-là? Est-ce que vous êtes des débutants? Est-ce que vous êtes des intermédiaires ou est-ce que vous êtes des avancés? Puis mettez peut-être votre niveau sur 5 dans le clavardage. Donc, dès le début, ben, je pourrais identifier
qui vont être mes leaders positifs, qui vont être mes personnes qui vont aider les autres. Les débutants ils vont se sentir peut-être moins seuls parce qu'ils vont identifier d'autres débutants. Puis les intermédiaires vont se dire, bon, ben c'est correct, il y en a qui sont meilleurs que moi, donc je suis pas là pour rien, je vais apprendre des choses. Donc, c'est le genre de choses qu'en début de formation, ça vaut la peine. Puis le je me présente. Je prends la peine de vous le mentionner. On l'a fait au début, on s'est présenté, je pense, de façon très succincte, quelques minutes. J'ai remarqué souvent que les gens prennent les premières minutes d'une présentation pour faire beaucoup, beaucoup de contexte, parler peut-être un peu plus d'eux, de leur expérience, mais c'est ces minutes-là d'interaction, c'est ces minutes-là du début qui sont importantes. Donc, je vous dirais de passer vite sur ce bout-là, puis vous allez pouvoir vous présenter tout au long. De quand même se donner le droit à l'erreur, aux problèmes techniques. Donc là, je n'étais pas certaine pour les nuages de mots, étant donné que c'est moi qui étais l'organisatrice du webinaire. Je me suis questionnée, je me suis fait, oh mon Dieu, est-ce que Simon a accès à ces outils-là? Donc, même si je suis habituée d'animer, je sais qu'il peut y avoir un imprévu, peut-être d'aller dans une vitesse plus lente, de ne pas prévoir trop de contenu. Je pense que comme apprenant, c'est fâchant de voir que la personne a un diaporama de 250 slides, puis que finalement, elle va en faire 5 tout au long. Puis là, on se dit, mais voyons, qu'est-ce qu'on a fait pendant 2 heures? On n'a pas cette impression d'avancer. Puis vraiment un environnement sécuritaire qui permet de vraiment qu'on passe un bon moment où est-ce qu'on prend en compte aussi comment vous vous sentez, c'est l'heure du dîner, prenez le temps qu'il faut, on va vous faire interagir, mais vous n'allez pas avoir besoin de parler toute la bouche pleine, tout le monde en même temps. De prendre tout ça en compte, ça vaut la peine. Je te rajouterais juste avant qu'on change, moi, c'est le nous aussi que tu sais, je suis souvent revenu là-dessus. Dans les diapos, c'était nous sommes ensemble dans tu sais, notre but. C'est que on est avec vous, puis on n'est pas nécessairement au-dessus de vous. Donc, même le formateur, il doit être capable d'avoir une certaine posture d'humilité, d'apprentissage avec les apprenants. Donc, de s'inclure dans la formation. Parce qu'on le sait en plus, hein, quand on donne plusieurs formations, on apprend de nos formations, on apprend des questions de nos participants. Donc, moi, je trouve que c'est une façon d'augmenter le climat de confiance, de faciliter aussi les interactions par la suite. Allons plus loin avec ça. Pour la suite. Donc, j'avais envie d'être quand même franche, fidèle à mon habitude. Puis là, vous allez me demander où est-ce que je m'en vais avec ma switch de lumière. En fait, c'est une analogie que j'ai prise dans un livre, Atomic Habits. Vous savez, quand vous allez peut-être souper chez quelqu'un que vous connaissez peut-être un peu moins, puis que là, vous allez à la salle de bain, là, vous êtes un peu comme, où donc la switch de lumière? Ah, la switch de lumière! Il y a une certaine acclimatation. Tu sais, on s'acclimate à notre nouvel environnement, puis pour les petits détails, c'est plus compliqué. Fait que là, j'ai envie de vous dire, c'est la même chose avec une nouvelle technologie. Les premières fois, on va chercher les boutons essentiels, puis après ça, on va être capable d'aller un peu plus loin. Donc, peut-être que si vous utilisez une nouvelle technologie ou un nouvel outil, essayez de ne pas aller nécessairement dans le très complexe. Prenez le temps de vous acclimater à votre environnement. Prenez le temps aussi parce que ça, en fait, ça va devenir des réflexes. Dans votre maison, vous ne pensez plus au switch de lumière, vous ne pensez plus à pas rentrer dans la table parce que vous êtes habitué de la contourner, etc. Donc, le cerveau est capable d'accumuler tous ces éléments-là, tous les savoirs, puis finalement, là, il va être capable d'aller un petit peu plus loin. Donc, allez-y dans cette approche-là, autant pour votre animation que pour les apprenants. Donc, prenez-les vraiment où est-ce qu'ils sont pour s'acclimater tout au long. Vous n'avez pas besoin de faire des feux d'artifice tout au long. Vous n'êtes pas un animateur de spectacle. Je le répète encore une fois, du sens qu'il y a une partie de l'apprentissage qui oui, vient de l'animateur, mais il y a aussi l'apprenant dans tout ça. Je sais que souvent, dans notre domaine, on se fait dire, ben là, comment vous allez vous évaluer? Puis, puis là, ça passe par, ben l'animateur, il était plate, moi, j'ai rien appris. Puis, le but, c'est pas d'évaluer l'animateur, c'est plutôt d'être capable comme professionnel, d'aller prendre, bon, ben ça, j'ai besoin de l'apprendre, ça, je le connais déjà. Moi, ça, je vais m'impliquer, ça, je vais me le prendre en note. Puis là, on peut un peu mettre de côté les artifices. Puis, encore une fois, des livres à la bibliothèque existent, même s'il y a beaucoup de textes, parce qu'en auto-formation, des fois, on est tenté de ne pas mettre beaucoup de textes parce qu'on se dit, ah, ils vont trouver ça lourd, ça va être long à lire. Je veux dire, on lit toutes des choses, mais je veux dire, il y a des livres qu'on n'est pas capable de décrocher tellement que c'est bon. Je ne vous dis pas de mettre plein de textes dans un diaporama parce que c'est peut-être pas l'outil pour faire ça,
Par contre, si on est capable de morceler, d'aller mettre ça en section, d'aérer, de vraiment penser à un bon storytelling, ça vaut la peine, même s'il y a beaucoup de texte. Pour susciter l'intérêt, nécessairement, le fait d'être clair, pertinent, donc de répéter le message, un peu ce que Nathalie avait dit tantôt, d'appliquer finalement ce qu'on dit. Il n'y a rien de pire de faire une formation où est-ce qu'ils donnent des recommandations, mais qu'ils ne les suivent pas eux-mêmes. Vraiment d'être capable de nommer des bénéfices concrets, personnels, professionnels, avec des vrais événements là, à faire des liens. Puis, dans nos techniques d'animation, ce que je vous suggère, c'est vraiment d'avoir une période d'empathie, l'activité avec les étoiles, de bien connaître la réalité de son public, d'avoir un objectif qui est atteignable. Souvent, je vois, par exemple, connaître toutes les fonctionnalités ou connaître Excel, hein, pour venir avec mon exemple de Excel. Allez-y vraiment avec un objectif, puis construisez votre formation tout autour de l'objectif. Puis je l'ai fait souvent avec Simon, puis lui aussi, il me ramenait. Il était là, oui, mais là, attends un petit peu, là. On se ramène à notre monde qui va assister. Ils vont apprendre quoi à la fin, puis comment ils vont le réutiliser, puis est-ce que ça va être vraiment utile ou je veux passer du contenu? Donc, de retourner souvent au but de la formation, ça vaut la peine. D'avoir des analogies pour expliquer des expériences pertinentes. Tantôt, je vous ai parlé du directeur d'école l'ancien directeur qui présentait les éléments du Pont de Québec, les livres, les feux d'artifice, toutes ces choses-là, d'avoir des analogies. Ce qu'on souhaite, c'est plutôt montrer à pêcher. On ne souhaite pas leur donner le poisson. C'est le genre de choses qui aident beaucoup. C'est peut-être des choses que vous connaissez déjà. J'en suis convaincue quand on anime, mais je trouve que ça vaut la peine de se les rappeler, de nommer ces choses-là. Puis des activités simples qui permettent des échanges. Il n'y a rien de pire que j'ai pas le bon lien, ils ont changé de diapo, j'ai perdu le code QR, je ne sais pas ils sont rendus où. Vraiment d'avoir quelque chose de simple, personne ne dit non à ça, je crois. Elisabeth, moi, cette diapo, je l'aime beaucoup. Il y a 2 ou 3 éléments. D'abord, le premier, c'est l'empathie. Peut-être que c'est pas tout le monde qui connaît ce mot-là. À moins, c'est sûr que là, avec la télésérie dans C'est Empathie, vrai. on se les fait expliquer un petit peu plus, là. C'est bien comprendre ce que vit ou ce que ressent l'autre personne. On parle pas de sympathie, c'est-à-dire le vivre et puis de pleurer avec la personne qui pleure ou de rire avec la personne qui rit, mais de bien comprendre. Puis je disais que je l'aime beaucoup parce qu'on parle de moments de synthèse, mais c'en est un. Je ne sais pas si vous voyez que on n'a pas nécessairement attendu à la fin pour faire un moment de synthèse, mais ici, on a regroupé des éléments qu'on avait déjà vus, mais en plus, on a ajouté certains éléments de plus. Je pense à l'analogie, on n'en avait pas parlé tant que ça. On avait fait des analogies, mais on ne les avait pas nommées. Puis ce que ça me dit aussi, c'est qu'on a vraiment essayé d'avoir un enseignement ou une formation qui est spiralaire. Vous dites peut-être, voyons, ils sont toujours en train de répéter certains éléments, mais c'est voulu. Alors, il y a beaucoup de formations qui passent rapidement. Et une fois qu'ils ont vu certains éléments, ben c'est fini. Et moi, ce que je me fais souvent dire, c'est, mais j'ai pas eu le temps de t'entendre. Je vais être obligé de reprendre une deuxième fois ta formation. On peut-tu l'écouter parce que là, j'ai pas tout eu le temps de bien comprendre puis de me prendre des notes en même temps. De revenir sur les éléments importants, de les redire, en ayant cette conscience-là que peut-être qu'au moment où on l'a dit la première fois, il réfléchissait à ce qu'on venait de présenter juste avant. Donc, il n'était pas disponible pour entendre l'élément, de le redire une deuxième fois. Ça peut sembler répétitif pour les cerveaux rapides, mais pour ceux-là qui en avaient besoin, ben là, ils viennent de ne pas échapper quelque chose d'important. C'était mes 3 éléments, Elisabeth, importants pour cette diapo. Puis c'est quelque chose qu'on peut réutiliser, là, de renommer les choses, puisqu'il faut garder en tête que de la lecture web, c'est pas la même chose que de la lecture assis dans ma chaise avec mon coussin, mon verre de vin puis mon bon livre. Donc, nécessairement, je vais être je vais me créer un environnement pour être vraiment dans mon livre. Tandis que quand je suis en lecture web, je vais scanner le texte, je vais écouter, puis comme on l'a mentionné plus tôt, quand on donne une diapo plein de texte, la personne, il faut qu'elle décide elle-même. Est-ce que je lis? Est-ce que j'écoute? Est-ce que je réfléchis? Donc, d'y aller avec une vitesse plus lente, ça vaut la peine. On va parler justement de varier ces éléments-là de vitesse plus vite, plus lent, varier les rythmes, varier aussi les formats. Premièrement, c'est de parler de l'alternance de ces activités-là qui vont permettre des rythmes ou des formats différents. Donc, alterner des activités en les changeant, en changeant le type pour maintenir l'attention, en stimulant différents modes d'apprentissage. Par exemple, on passe de l'exposé
à un quiz, à une discussion. On le fera pas peut-être aujourd'hui, mais on aurait pu avoir un temps d'écoute de balado ou de capsule enregistrée, d'une vidéo. C'est des activités qui ont plusieurs avantages, là. Elles vont vraiment l'aider à vérifier au fur et à mesure sa compréhension parce que vu qu'on varie, ça se peut qu'il n'ait pas bien compris d'une autre façon, mais ça va venir l'aider à comprendre avec cette autre façon-là de voir le contenu. Donc, ça lui permet une intégration de nouveaux concepts, des nouvelles données qui entrent tranquillement, des nouveaux savoir-faire. On peut prévoir 1 à 2 interactions par heure, normalement. Ça serait en fait l'idéal, si on veut plus se parler d'un idéal, parce que c'est pas toujours faisable, possible selon le type de formation, mais 1 à 2 interactions par heure. Utiliser aussi des formats variés, donc du texte, de l'image, de l'audio, de l'infographie, de changer le rythme à peu près à tous les 10 ou 15 minutes pour permettre d'éviter la monotonie, relancer l'engagement. C'est ce qu'on a essayé de faire aussi dans la formation aujourd'hui. Donc, des pauses actives, des quiz, des sondages, toutes sortes d'activités pour faire ça, en amenant des éléments plus de bénéfices pour l'apprenant qui va encore là avoir un petit moment de recul, puis lui permettre de se poser des questions. Et ça peut être tellement bon parce qu'on n'a pas tous le même style d'apprentissage. Je vous apprends rien, on est dans le monde de la pédagogie. Donc, il y a des apprenants qui vont être vraiment très, très séquentiels. Ils vont aimer que on parle de 1.1, ensuite on va à l'autre élément, et eux l'apprennent et le codifient dans leur cerveau de manière séquentielle. Mais en variant les formats, il peut y avoir aussi des participants qui ont plus un apprentissage de type simultané ou global. Et à ce moment-là, ces gens-là, ils ont ils sont favorisés par l'échange, par les liens que font les autres, par la vision qui peut être plus ludique dans une activité de questionnaire. Ils vont en ressortir grandis, alors que s'il avait été juste dans le séquentiel, pour eux, ça n'aurait pas été très, très bénéfique. Ils se seraient peut-être même ennuyés. L'ennui est quand même un élément assez important. On en a parlé depuis le début, la monotonie, l'attention, comment on peut la maintenir, c'est pas si facile. Elisabeth, je te laisse aller là-dessus. C'est vraiment ton point important sur ça. Oui, c'est un principe de l'attention. En fait, c'est vraiment important de bien utiliser finalement les 30 premières minutes d'une présentation ou d'une formation. On a une tendance parfois à garder le plus gros morceau. On se dit, ah, ben, je vais construire les savoirs avec les définitions, puis là, je stéréotype, là. Je vais commencer facile, puis là, après ça, je vais construire tranquillement. Euh, Pourtant, le cerveau est vraiment plus disponible dans les 30 premières minutes. Puis tout au long, finalement, l'attention va diminuer. Donc, il faut penser à justement, quand on y va avec des blocs de 15 minutes, de garder quelque chose de plus facile. On aurait pu inverser les blocs présentement, puis parler de ça au tout début. Tu sais, vous dire, ah, l'interaction, l'attention, c'est important. Mais tu sais, je me dis peut-être que là, vous êtes peut-être, ça fait 1h30 environ qu'on est ensemble. Ben, peut-être que là, au niveau des images, ça vous parle un peu plus. Tu sais, on a gardé le moins, je dirais, le moins compliqué pour la fin. Fait que ça peut être une bonne pratique. Puis j'ai envie de vous dire de garder en tête que vous n'êtes pas la personne pour laquelle vous montez une formation. Moi, je dis souvent à mes collègues, puis ils me trouvent bien tannante, du temps, le moi j'aime, ça fonctionne pas. Donc, il faut aller un petit peu plus loin. Le moi, j'aime quand c'est présenté comme ça. Il faut penser à la différenciation pédagogique. Il faut penser à toutes ces choses-là. Ça vaut vraiment la peine pour avoir un bel effet d'apprentissage. Ça m'amène tellement vers ce que je voulais dire par la suite, parce que là, pour avoir une impression de compréhension chez le participant, ben, quand tu dis il ne faut pas être dans le moi j'aime, ben, faut sortir un peu de sa position d'expert. Quand on a la présentation d'un contenu à faire, habituellement, c'est parce qu'on le connaît, on l'a approfondi, on a voulu avoir une bonne connaissance, en tout cas une connaissance qui nous permet d'être à l'aise quand on le présente aux autres. Puis là, à ce moment-là, on va vouloir présenter ça sur cette position-là d'expert, présenter les nouvelles informations, les faits, les concepts nouveaux, la démarche, les procédures, mais c'est pas toujours gagnant. Donc, il serait recommandé de tenter de varier nos approches, de varier la façon de faire comprendre nos idées, la façon de faire comprendre par les démonstrations qui vont être parfois de l'abstrait vers le concret, puis d'autres fois du concret vers l'abstrait. Donc, cette position-là d'expert, elle est difficile. Vraiment, c'est notre premier réflexe, ça, OK? Puis,
Je dirais, je l'ai vécu très, très souvent. Puis je pense que maintenant, si je reviens sur plusieurs formations que j'ai faites, autant en tant qu'enseignant que à CP, depuis que je suis au ministère également, c'est difficile parce qu'on a l'impression que, comme tu le disais, Elisabeth, on veut structurer l'apprenant pour qu'il comprenne les mêmes choses que nous, mais on oublie qu'on avait fait ces apprentissages-là petit peu par petit peu. Alors, oublions peut-être parfois le magistral, oublions la généralisation tout de suite. On va faire construire cette généralisation-là en partant du concret vers l'abstrait. On va partir des caractéristiques, on va aller vers la définition et non pas le contraire. Ça va nous éviter beaucoup, beaucoup de pièges, beaucoup de ces pièges-là où nos apprenants vont nous dire, ben, c'était bien, bien démontré, c'était une belle présentation, mais je comprends toujours rien. Oh, OK, OK. Pourquoi moi je le comprenais pourtant quand je vous l'ai montré? Ben, c'est peut-être que je n'ai pas suivi le bon chemin de présentation. Alors, d'aller vers des recherches d'expérience, vers des éléments, des modèles, vers des cas d'études, des cas concrets, une pensée peut-être plus empirique, on accumule des informations pour arriver à la fin vers des éléments, on va dire un raisonnement plus inductif que déductif. Ce serait très, très bon, selon la recherche, de varier ces modes-là, ce qu'on ne fait pas toujours. Puis aussi, dans les deux choses qui viennent d'apparaître, d'expliquer, de prendre le temps d'expliquer puis de vérifier l'explication qu'on a donnée de concepts, de théories, de démarches, de procédures. L'explication, pour nous, elle nous semble simple. Une fois qu'on l'a présenté, c'est expliqué. Mais ce n'est pas toujours le cas parce que on a fait des liens, nous, quand on a construit. On a fait des liens aussi pour être capable de présenter telle ou telle démarche, tel ou tel concept. Est-ce que nos apprenants, est-ce que nos participants en face de nous comprennent bien ces liens-là? On parle que l'expert a beaucoup de présupposés, hein, des présupposés qui semblent des éléments tellement simples, des éléments qui sont trop, qui sont acquis, qui sont connus par tous, qu'on ne les nommera pas. Et pourtant, la recherche dit c'est dans l'explicitation, c'est dans le détail. Il faut pas avoir ces présupposés-là. Il ne faut pas penser que nos apprenants, nos participants connaissent tout, puis prendre le temps d'expliquer, de vérifier les liens est très, très gagnant. Donc, puis là, il y en a plusieurs qui l'ont déjà entendu. Il y a même une formatrice avec nous aujourd'hui dans la rencontre qui me l'a souvent répété. Vaut mieux en voir un peu moins, mais de l'approfondir plus que d'en voir trop, puis de ne pas avoir eu le temps de bien l'expliquer. Tout à fait. Merci, Simon. Oui, je suis bien d'accord. Puis même dans le clavardage, on avait Dominique qui nous posait la question dans cet ordre d'idée, que faire avec la réactivation des connaissances lorsque nous avons des séquences de formation? Ça peut être, là, le contexte, j'ai pas beaucoup de contexte, mais j'ai quand même envie de répondre du sens que je pense qu'il faut les prévoir. Dominique, oui, si tu veux le détailler un peu plus. Bien, en fait, c'était en lien avec justement là, les temps de concentration. Là. Oui, Parce que, d'interaction, oui. tu sais, veux pas, quand on est en réactivation de connaissances, tu sais, d'habitude, on fait ça en début de séance, là. Fait que justement, on vient de perdre du temps d'attention, là, tu sais, pour réactiver, mais en même temps, c'est pas du temps perdu. Mais c'est ça, fait que, tu sais, c'est pas facile toujours d'avoir l'équilibre. Non, puis je pense que ce que Simon il vient de nommer à sa dernière phrase, peut-être en faire moins, c'est des fois de dire on va tout réactiver les connaissances pour bâtir tout du nouveau. C'est peut-être trop. Donc, peut-être d'y aller petit bout par petit bout. Puis nécessairement, le temps d'attention qui est au début, ben le temps, en fait, les personnes ont comme l'esprit frais. C'est sûr que c'est plus difficile de dire on va aller, tu sais, réactiver les connaissances dès le début. Et peut-être que c'est dans la forme, finalement, d'avoir une forme simple. Tu sais, là, on a utilisé le clavardage. On vous a pas nécessairement fait nommer les choses, puisque là, peut-être que vous n'êtes pas encore à l'aise, vous n'êtes pas encore bien réveillé, mais plus qu'on avançait, déjà dans la première activité, les gens étaient plus enclins. Donc, je pense qu'il faut prévoir plusieurs courts moments plutôt que de dire, ben là, il faut que j'active au début, puis là, après ça, je construis. Je pense que ça vaut la peine d'y Puis aller la par là. réactivation, ouais, puis la réactivation ne demande pas tant d'énergie que ça.
normalement quand c'est bien fait. Donc, c'est pas quelque chose qui va aller capter le temps de concentration, là. Puis je suis d'accord avec toi de réactiver plusieurs fois plutôt qu'une grosse fois. Mais si on dit qu'on réactive un peu pour aller chercher des liens dans le cerveau, pour aller chercher des connaissances antérieures pour faire le lien par la suite, bien normalement, les personnes les ont, les connaissances. C'est pas demandant tant que ça en termes de concentration. Merci Dominique pour l'intervention. Oui. Donc, on était rendu vraiment à des éléments de priorisation avant d'aller vers peut-être encore plus des éléments techniques de design. Prioriser des éléments essentiels, limiter le contenu dans tout ce qu'on a de formation, dans notre diapositive, dans nos objectifs d'apprentissage. Ça allait avec ce qu'on vient de dire également. En ligne, moins, c'est mieux. Structurer peut-être la présentation, j'ai toujours peut-être parce qu'on ne donne pas d'obligation ici, c'est de l'idéal. Structurer la présentation en 3 idées principales par formation maximum. C'est un bel objectif et on s'assure avec cet objectif-là de faciliter le transfert, la mémorisation, de réduire la surcharge cognitive. De limiter également, troisième point, la surcharge ou la charge visuelle, donc d'utiliser des visuels simples, renforcer le message par les titres qui se répètent, qui sont dans la même couleur, les puces qui sont les mêmes, des images qui pourraient revenir aussi pour nous aider. Donc, sans jamais surcharger. Encore là, vous avez sûrement plein d'idées en tête sur c'est quoi une diapo surchargée. Moi, par mon travail d'accompagnement avec le réseau, j'en ai vu souvent. Quand je commençais, je me rappelle, il y a plusieurs années, hein, à vouloir faire des diapos pour mes élèves, je voulais donc bien mettre beaucoup de choses sur une diapositive. Maintenant, la tendance est plus à simplifier ce qu'on met à l'écran. On se garde des éléments à dire, on se garde des notes. On n'a pas besoin de mettre tout sur une diapositive. Alors, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire pour prioriser ces éléments-là, limiter le contenu, structurer en 3 idées et limiter la charge visuelle. Mais je pense qu'on va aller un petit peu plus loin sur la charge visuelle, Elisabeth, à moins que tu avais des choses à rajouter sur ces priorisations-là. Dans la priorisation et dans limiter les charges visuelles, j'ai envie de vous dire, je suis technopédagogue et j'utilise un diaporama qui est blanc, gris, bleu et noir. Donc, je n'ai pas de fond de couleur, je n'ai pas de... Et puis, ça fonctionne bien. En tout cas, j'ai la prétention de penser que ça fonctionne bien. C'est pas nécessairement parce qu'on est très techno, qu'on est très créatif. Tu sais, j'entends souvent, oui, mais je veux mettre ma couleur. Oui, mais on n'est pas obligé que ce soit finalement très prenant, finalement, dans le visuel. On veut avoir de l'air, puis c'est là où est-ce que je veux vous amener, que parfois, en conception, puis là, vous voyez, la diapo est bien remplie, elle nous donne peut-être un peu mal au cœur, du sens que quand on fait de la conception, on dit, ah, je vais mettre de la couleur, ça va être beau, je vais le mettre plus gros, puis je vais mettre toutes les ressources. Ils manqueront de rien, tout va être cliquable, ils vont pouvoir y retourner quand ils veulent dans le diapo, parce que c'est tellement utile, un diapo plein de liens cliquables. Je vais prendre la place de toute la diapo, je vais mettre des images, je vais mettre des émoticônes, je vais mettre vraiment un mode d'emploi, là, tu sais, puis je vais l'illustrer en plus. Fait que je vais mettre les étapes, je vais mettre des images, je vais mettre des encadrés, des boutons, surlignement, puis la nouveauté techno, que là, ça bouge dans l'écran. Juste la façon, juste tout ça, moi, je suis déjà comme overwhelmed, là. Donc, j'ai pas envie. J'ai pas envie. Habituellement, quand on est obligé de rajouter du surlignement, qu'on est obligé de pointer, qu'on est obligé de mettre des choses assez grosses avec plein de couleurs, c'est habituellement que le message est pas clair. J'ai envie de critiquer un prof d'université qui n'est plus prof d'université, du sens que on avait plein de choses à faire dans son cours. Il fallait discuter dans un forum, il fallait faire ci. Puis il y avait du jaune, des flèches rouges, des captures d'écran partout dans le cours. À toutes les fois, il disait, ben, comment ça, vous ne l'avez pas fait? C'est pas clair. Puis il en rajoutait, puis il en rajoutait, au lieu peut-être de revenir à l'essentiel, de nous poser la question, c'est quoi les étapes que vous avez faites? Pourquoi ça n'a pas marché? OK, je vais faire quelque chose de très simple que je répète toujours. Puis en formation, finalement, on souhaite peut-être y aller avec une seule idée par diapo, une intention qui est claire, aérée, du contenu vraiment essentiel, présenté en sections. Aller voir peut-être les nouveautés marketing. Là, tu sais, si on regarde Apple, si on regarde, moi j'ai même ouvert dernièrement le site du tramway, très section, très aéré, beaucoup d'espace blanc. Le cerveau en a besoin finalement pour bien construire tous les éléments de savoir.
Puis ça vraiment, ça permet de concentrer les choses. Comme vous voyez, j'ai un bouton suivant. J'ai pas 30 boutons, j'en ai un seul bouton suivant principal dans mon écran. Puis ça s'applique autant en auto-formation, en présentation, ces choses-là. On a besoin de cette forme-là. Comme vous voyez, j'ai un titre en gras, j'en ai pas 5. J'ai peut-être une liste à puces, une petite ligne. Donc c'est vraiment bon pour le cerveau d'avoir cette structure-là. Dans le même ordre d'idée, un design visuel épuré. On ne fera pas aujourd'hui un cours de graphisme. Je ne suis pas graphiste, mais en technopédagogie, on a certains principes en design visuel qui sont importants d'être respectés, puis qu'on n'a pas besoin d'avoir la maîtrise pour les connaître. Le fameux circulaire du Super C. Donc, les formations que vous donnez, hein, je vois Catherine qui est comme « Oh, j'ai mal aux yeux juste à le regarder ». On n'est pas en train de vendre du brocoli Ah à ouais. 44 cents. Hein? Là, je dis ça, 3,33 $. Donc, on n'est pas en train de vendre quelque chose. On ne souhaite pas attirer l'attention. On souhaite plutôt organiser l'information pour que ce soit finalement agréable. Puis, le cerveau est un peu flabbergasté par tout ce qui est plein de couleurs. Ce qu'on souhaite finalement, c'est d'avoir une hiérarchie visuelle, d'avoir des titres. Par exemple, en haut ici, j'ai un titre qui est un peu plus gros, qui est toujours organisé dans un espace qui est grisé, toujours au même endroit ou presque. Avoir une police qui est lisible. Donc, je vois des fois des polices signatures un peu bizarres. Ça vaut pas la peine. On est très bien dans le non-empattement. Tu sais, on peut même penser, si vous voulez aller un petit peu plus loin dans le choix des polices, il y a des polices d'empattement de type Time New Roman qu'on va être très à l'aise à lire dans un livre, où est-ce qu'on va être assis dans notre chaise. Quand il y a de l'empattement, on est très bien, mais le Arial, le Poppins qu'on utilise dans cette présentation-là, il n'y a pas d'empattement, donc ça se lit très bien en format web. Réduire au maximum les distractions. Donc, c'est un élément par diapositive. Ça ne vaut pas la peine de rajouter. Vous savez ce que c'est là, quand on tombe sur un site de, par exemple, là, j'ai juste Science et Avenir ou le site de la presse, qu'on a plein de choses qui flashent tout autour, puis tout ce qu'on veut, c'est lire le fameux texte de la presse ou bien du devoir, mais qu'on est envahi de publicité pour attirer notre attention si on souhaite faire ce genre de choses. Les espaces blancs, puis là, je vous parle de mon expérience aussi comme technopédagogue, mais aussi dans ma vie, je suis photographe professionnelle, puis c'est quelque chose qui s'applique autant en photo que quand on donne une présentation, c'est la règle des tiers. Donc, si je veux construire une photo qui va être très intéressante, que quelqu'un va vraiment dire « Oh, ça, c'est une très bonne photo », souvent, c'est parce que la personne, elle a utilisé la règle des tiers. Il y en existe plein d'autres. C'est du sens qu'on sépare une image en 3 morceaux, puis il va y avoir un élément important juste au 1/3 de la photo, puis le 2/3 du reste va être du vide, va finalement être un espace négatif. Donc, on peut penser, par exemple, à un coucher de soleil. Bien, je vais peut-être asseoir ma personne à droite de mon image, puis je vais mettre le focus finalement sur son regard posé sur le coucher de soleil. On a un environnement qui est très neutre, avec un élément central qui est la personne. Donc, quand on construit n'importe quel élément de visuel, la règle des tiers, le cerveau, à court terme, il fonctionne bien avec le chiffre 3. Donc, si vous basez là-dessus, ça fait vraiment une belle différence. Au niveau des couleurs et des styles, quand il y a une harmonie, le cerveau, c'est comme si on avait, vous étiez dans un environnement où est-ce qu'il y a un frigo, il y a un air climatisé, on a un poêle à bois, puis là, je vous nomme tout mon environnement présentement. Bien, c'est toujours pareil. Je bouge rien, puis finalement, c'est des bruits qui vont devenir, que mon cerveau va être capable de mettre en background, puis je vais pouvoir me concentrer à l'avant. C'est la même chose pour quand on fait de l'uniformité au niveau des couleurs, au niveau de qu'est-ce qu'on présente. Si on est toujours en train de changer notre environnement, on ne sera pas capable finalement de focusser sur l'essentiel, c'est-à-dire le contenu, et non sur qu'est-ce que ça a de l'air ou quel élément qui est présent autour de moi. Donc, on souhaite vraiment avoir des bruits de fond qu'on est capable d'oublier. Dans ce cas-ci, peut-être le fond blanc, la police d'écriture qui n'est pas achalante ou ce genre de détails-là. J'ai donné peut-être beaucoup d'exemples en lien avec la photo, mais si vous allez sur Google, faites juste, pas maintenant, si vous allez juste regarder la règle des tiers, ça vaut la peine de bien la comprendre. Est-ce que tu voulais rajouter des choses, Simon, ou je Non, poursuis? et je te dirais, on va passer à la prochaine diapo pour Oui, arriver rapidement à notre conclusion parce que je vois que le temps file.
Oui, puis en fait, Pas j'ai mon envie gardien de du temps. vous... Mais merci, c'est gentil. En fait, vous savez, en ce moment, c'est le temps des impôts, hein, puis là, on a plein de formulaires super agréables à remplir. Mais pourquoi donc le gouvernement, il aimerait pas ça faire des beaux petits formulaires comme celui d'Hubert? Tu sais, il y a plein de blancs. Il y a plein de blancs. Il y a une seule petite couleur, puis il y a un seul bouton principal. Je sais exactement où remplir mes choses. Pourquoi donc il faut que ça ressemble à ça? Puis là, Mhm. c'est un formulaire quelconque, là, mais je vous invite à ne pas tomber dans le formulaire ministériel, mais plutôt d'aller voir peut-être d'autres compagnies qui sont reconnues, Apple, Uber, les grandes compagnies qui utilisent vraiment l'espace blanc d'une bonne façon. Ça vaut la peine de s'en inspirer. Donc, dans la conclusion rapide de tout ça, j'ai envie de vous dire, aujourd'hui, on souhaitait augmenter votre sentiment d'efficacité personnelle par rapport à votre capacité à préparer et animer de la formation en ligne. On a fait beaucoup de rappels de connaissances sur ce que vous connaissez déjà, sur des choses que vous faites au quotidien sans peut-être vous en rendre compte et l'impact que ça peut avoir autour de vous, mais ça vaut la peine de sortir du moi j'aime, puis d'aller finalement aller plus vers notre public cible, quel est-il, etc. Est-ce qu'on faisait l'activité, Simon, ou on allait directement à la synthèse? Moi, je pense qu'on pourrait faire un petit 5 minutes d'activité pour clore, puis ensuite, on aura simplement quelques éléments pour conclure. Parfait. Donc, on n'ira pas nécessairement vers peut-être le tableau blanc ou même ces choses-là. On a envie, tu sais, dans le clavardage, quelle action concrète comptez-vous mettre en œuvre et quelles idées vous inspirent pour la suite? Donc, c'est quoi les éléments aujourd'hui? On fait une petite synthèse avec vous. Qu'est-ce que vous allez réutiliser demain matin ou cet après-midi de la formation que vous venez de suivre? On a ce que tu viens de dire, épurer la règle des tiers. Tu vois, c'est un tiers, deux tiers aussi. Super. Les espaces blancs. Ayez pas peur du blanc et du noir. Un autre, segmenter la présentation au niveau de l'attention des personnes apprenantes. Que la réactivation peut être segmentée aussi. Ah, c'est bien. Ben, je suis contente. Au moins, Mm. c'est pas tombé dans... Puis on était peu de gens, mais on souhaite aussi que par la suite, il y ait d'autres personnes qui nous écoutent aujourd'hui, cet enregistrement-là, puis qui ont fait d'autres apprentissages. Ce qu'on avait prévu, nous, s'il y avait eu plus de temps, vu qu'on était en synchrone, en présence avec vous en direct, je veux dire, on aurait pu faire un tableau blanc, puis vous demander d'aller placer ces éléments-là directement pour les voir, pour pouvoir prendre une photo de tout ce que les autres retenaient aussi, d'avoir la synthèse, pas juste dans le clavardage. On aurait pu utiliser un diaporama ou une diapositive interactive, aller dans des sections, mettre des notes de tout ça. On aurait pu prévoir une autre activité. Là, on manquait un petit peu de temps, donc c'est aussi la réalité de toute formation. Il faut garder le cap et viser à terminer à temps. Oui, puis même, je vous dirais d'avance, souvent, ce que je remarque dans les formations, c'est qu'on finit à la course à la fin, puis c'est peut-être des fois, on va peut-être aller trop vite sur les éléments essentiels, du sens faire une synthèse, votre synthèse, en fait, parce que moi, je veux dire, j'ai animé la formation, je préfère que vous ayez un moment pour faire la synthèse, parce que souvent, on ferme une réunion, puis on en rouvre une deuxième, puis on n'a pas cette distanciation-là de dire, bon, qu'est-ce que je viens d'apprendre, qu'est-ce que je peux mettre en œuvre, est-ce que je me fais des notes? Puis ça, c'est quelque chose que je me suis donné comme objectif en 2026, du sens quand je fais une formation, de trouver un élément concret que je vais réutiliser pour chacune des formations. Ça vaut vraiment la peine. Alors, allons vers la diapo de synthèse de toute la formation. Donc, 5 points qu'on trouvait importants. L'alignement, hein. Dès le départ, on a parlé d'alignement comme boussole. Continuez à cliquer, Elisabeth. Cohérence totale entre objectif, activité, outils. Un design qu'on vient de voir, justement, du juste assez, avec, vas-y, délibérer l'espace blanc pour réduire la charge cognitive, des interactions actives,
continue de passer de la transmission à l'expérience vécue. On a parlé des tendances et des développements en matière de formation à distance, oser l'IA, puis surtout le micro-apprentissage comme allié. Et dernier, le sentiment d'efficacité, la confiance, votre présence humaine prime sur la technologie. Je vous dirais, il y en a beaucoup qui aiment faire des captures d'écran. C'est le moment. C'est la, c'est la diapositive qui peut servir pour ensuite revenir sur ce qu'on a vu dans le diaporama puis dans la formation pour aller ajouter des choses que vous retenez également. Oh mon Dieu, mon image est floue. Mais j'espère qu'aujourd'hui, en fait, ça vous a été utile. Des fois, c'est bon de se reprendre sur les bases, de faire aussi d'autres formations que sur l'IA. Moi, c'est ce que je remarque. Des fois, je me dis, pour revenir aussi aux bases de comment l'humain apprend, parce qu'à un moment donné, l'IA, il n'y a pas juste ça, hein? Donc, je vous donne aussi le lien vers le badge aujourd'hui que vous pouvez aller finalement le chercher sur Campus Récit. Campus Récit. Vous allez avoir finalement 2 heures de reconnu, ça peut s'ajouter à votre portfolio. Puis ça va vous permettre peut-être d'aller explorer aussi un peu Campus Récit. Vous allez voir, il y a des auto-formations, il y a des webinaires, vous pouvez faire des demandes d'ateliers de formation. Donc, ça peut être intéressant pour vous et pour tout le monde. Voilà.